Le premier point sur lequel j'insisterai volontiers, c'est que cette pandémie, on le sait, n'est certainement pas la dernière, que le réchauffement climatique, l'érosion de la biodiversité vont tous deux provoquer la multiplication des pandémies du type Covid et d'autres pandémies, la malaria, l'anthrax probablement, peut-être même la grippe espagnole qui pourrait revenir à la faveur de la fonte du pergélisol en Sibérie. Et que donc, ce qui nous arrive aujourd'hui, je le perçois pour ma part comme une espèce de grande répétition générale, finalement pas si sévère que ça, aussi paradoxal que ça puisse paraître, compte tenu du bilan extrêmement lourd que nous avons en France, mais le taux de létalité finalement du virus est relativement faible. Nous pourrions avoir bien pire, de sorte que je crois que ça n'aurait aucun sens qu'aujourd'hui on relance une économie française sans tenir compte des leçons qu'il faut tirer de la pandémie et en particulier de ce qui nous attend lié au réchauffement climatique. Toujours sur cette question du réchauffement, je voudrais aussi porter à votre attention le fait que les dernières simulations qui sont faites par les climatologues sur l'impact du réchauffement climatique sur le territoire français sont extrêmement alarmantes. Nous pourrions avoir dès 2040, c'est-à-dire quand même après-demain matin, un manque de disponibilité d'eau pour l'agriculture française absolument dramatique. Donc ça veut dire que les sécheresses répétées que nous connaissons aujourd'hui sont amenées à devenir de plus en plus sévères et quasi permanentes dans les années qui viennent. Donc dès 2040, on pourrait manquer de quelque chose comme 40% de l'eau disponible aujourd'hui, ce qui pose un problème considérable pour l'agriculture française. Et puis, par ailleurs, la combinaison des séquences d'hyperthermie, c'est-à-dire de canicule, et l'humidité de l'atmosphère, dont vous savez que, parce qu'on en a tous fait l'expérience, leur combinaison peut être extrêmement pénible pour le corps humain, pourrait rendre, en tout cas, le sud de l'Europe, une bonne partie de l'Espagne et de l'Italie, et peut-être même le sud de la France, invivable avant la fin du siècle. C'est-à-dire que on sait d'un point de vue médical que l'exposition d'un corps humain sans air conditionné, et l'air conditionné, il faudra y renoncer parce que ça produit énormément de CO2, l'exposition du corps humain à des combinaisons excessives d'humidité et de chaleur est mortelle au bout de 6 ou 7 heures d'exposition. Et donc, si on continue sur la trajectoire d'émissions de CO2 qui est la nôtre au niveau mondial, dont le petit nom pour les spécialistes est le RCP 8.5, eh bien, nous avons donc le sud de l'Europe qui devient invivable. Et évidemment, ce n'est pas la seule région du monde. La totalité du bassin du Congo, la totalité de l'Amazonie, de l'Amérique centrale et de l'Asie du Sud-Est deviennent invivables. Ce qui veut dire au passage aussi probablement des centaines de millions, sinon des milliards de réfugiés climatiques dans le monde dans la deuxième moitié de ce siècle. Donc c'est dans cette perspective-là que je me place et qu'à mon avis, c'est une question de sécurité nationale pour nous de prendre en compte ces données-là et de saisir l'opportunité de ce qu'on a appelé dans les médias sociaux le monde d'après pour nous préparer à cet environnement-là. De mon point de vue, toujours comme économiste, la donnée essentielle, c'est que la construction de la zone euro, avec ses faiblesses, ses qualités certes, mais aussi ses faiblesses, a accéléré la divergence entre les économies européennes et favorisé la désindustrialisation de l'économie française. L'industrie ne pèse plus que quelque chose comme 12% du PIB français aujourd'hui. Il en va de même pour l'Italie, alors que la France et l'Italie n'avaient certainement pas à rougir de leur industrie il y a une vingtaine d'années. D'autant que ce que la pandémie a révélé, c'est l'extrême fragilité des chaînes d'approvisionnement international à flux tendu, sans stock, que nous avons construites au cours des 30 dernières années et qui sont à flux tendu parce que c'est le meilleur moyen de générer du profit à très court terme. Tandis que si vous réalisez des stocks, par exemple des stocks de masques au hasard, évidemment, c'est de l'argent immobilisé qui ne vous rapporte pas de manière immédiate. Donc cette très grande dépendance de notre économie à ces chaînes d'approvisionnement fait que nous sommes très vulnérables et qu'il y aura d'autres chocs et que le meilleur moyen de nous préparer, c'est de relocaliser une partie de notre économie. Dans ce contexte-là, la nécessité de relocaliser, ce qui ne veut pas dire la fin de la globalisation marchande, mais disons une option forte pour une souveraineté économique française et par ailleurs la nécessité de nous réindustrialiser, à mon avis, conjuguer ces deux phénomènes font que le grand projet qui devrait être devant nous, c'est celui de la réindustrialisation verte de l'économie française. Sur la question de la relocalisation, j'insiste sur un point qui est le grand schéma macroéconomique qui a favorisé considérablement la délocalisation
de l'économie française, et pas seulement de la France, évidemment, au cours des, disons, 30 dernières années. Ce schéma-là n'existe plus aujourd'hui. Ce schéma était assez simple. Nous avions fait collectivement sur la planète, hein, de la Chine le grand atelier du monde. Et la Chine produisait en grande partie pour les Occidentaux des produits industriels à bas coût, grâce à des salaires de misère chinois. Et puis les Occidentaux, nous étions 2 fois, voire 3 fois bénéficiaires, parce que ça nous permettait d'acheter pour pas cher des produits comme ceci. Et par ailleurs, l'argent que nous investissions pour ces achats-là, donc l'excédent commercial chinois, était réinvesti dans la sphère financière occidentale, à la City ou à Londres, en premier lieu via le rachat de titres de dette publique américains, mais plus largement en alimentant la sphère financière des excédents commerciaux chinois. De sorte que notre propre argent nous revenait, en tout cas revenait sur les comptes en banque de ceux qui bénéficient de la rente financière. Donc nous étions au moins 2 fois gagnants, et voire 3 fois, parce que ça nous a permis aussi, en délocalisant notre industrie en Chine, de nous donner bonne conscience sur les émissions de CO2, puisqu'elles n'apparaissaient plus sur le territoire français. Nous les avions simplement exportées à l'étranger. Ce schéma-là s'est effondré après 2008. La Chine a compris qu'elle ne pouvait pas faire confiance aux marchés financiers occidentaux, qui sont trop peu régulés, et elle a décidé de ne plus réinvestir ses excédents commerciaux chez nous et de réorienter sa production industrielle sur son propre bassin intérieur et sur le bassin du sud-est asiatique. Ce qui n'est possible que si, évidemment, elle constitue une demande solvable, en gros une classe moyenne chinoise capable d'absorber son excédent industriel. Raison pour laquelle les salaires chinois sur la côte Est ont augmenté considérablement au cours des 10 dernières années, de sorte que c'est plus rentable aujourd'hui, globalement, pour les industriels européens, français en particulier, de se délocaliser en Chine. D'ailleurs, ils ne le font plus. Une bonne partie de ceux qui ont des usines en Chine se délocalisent maintenant dans le sud-est asiatique. Et donc la grande question, c'est le sud-est asiatique pourra-t-il être longtemps la deuxième usine du monde après la Chine? La réponse est non, pour les mêmes raisons, parce que le sud-est asiatique, d'abord, va être frappé de plein fouet par le réchauffement climatique et ensuite subira très certainement la même logique économique que la Chine. Et là, du coup, la question qui est posée, c'est serait-ce l'Afrique qui serait la troisième? Et on pourra rentrer dans ce débat si vous voulez. Je n'y crois pas trop, malheureusement, pour nos amis africains, même si je pense qu'il y a un enjeu considérable pour nous à être très, très présent auprès de nos voisins africains. Dans ce contexte-là, il n'y a plus tellement de motifs macroéconomiques globaux qui pourraient favoriser la poursuite de la délocalisation en Asie et en Chine en particulier. Donc, du coup, je crois que tous les paramètres sont réunis pour qu'on mette en œuvre cette relocalisation. Pour être très précis et ensuite passer rapidement aux questions et aux réponses, je pense que si on conjugue cet impératif-là de relocalisation industrielle en France avec la transition écologique, et avec en particulier les plans de transition qui ont été discutés déjà dans le comité des experts pour le débat national sur la transition énergétique, qui avait été lancé par la ministre Delphine Batho en 2013, comité auquel j'ai appartenu, qui avait été présidé par Alain Grandjean. À l'époque, nous avions examiné une dizaine de scénarios de transition pour la France, qui se distinguaient les uns des autres essentiellement par la nature du mix énergétique français en 2035. En gros, pour dire les choses de manière un peu brutale, par la part du nucléaire en France en 2035. Il n'empêche que, quelle que soit l'option, qui est un choix de société, hein, retenu pour le mix énergétique français, les grandes étapes étaient les mêmes, quel que soit le scénario. Donc elles sont connues depuis longtemps. Et ce sont les suivantes. La première, c'est la rénovation thermique des bâtiments. Et je pense que c'est quelque chose que nous devrions faire maintenant, tout de suite. Il n'y a absolument aucun obstacle pour qu'on lance cet immense projet de rénovation thermique des bâtiments, en particulier publics. L'État peut le faire demain matin. C'est un projet que j'avais présenté à l'Élysée en 2014, en particulier au secrétaire général adjoint de l'Élysée à cette époque. C'est parfaitement finançable. Je pourrais vous donner les chiffres du financement si vous le souhaitez. Et un certain nombre de banques que nous avions approchées en 2014 et puis d'entreprises du BTP avaient parfaitement compris que c'était un projet extrêmement intéressant pour eux et pour elles. Donc le premier grand chantier, c'est la rénovation thermique des bâtiments. Il y a un enjeu en plus symbolique très fort, c'est-à-dire que vous revitalisez les centres-villes de toutes nos bourgades, puisque vous devez rénover aussi bien disons, la caserne des pompiers de Brive-la-Gaillarde que la gare de la Souterraine ou encore le Louvre. Voilà. Le deuxième grand chantier, c'est la mobilité verte. Et de ce point de vue-là, je ne vois pas de raison, je vois aucune raison pour laquelle il faudrait aujourd'hui autoriser les constructeurs automobiles français à remettre en ligne de production des voitures à moteur thermique.
On sait faire la voiture électrique aujourd'hui. Il n'y a pas d'obstacle majeur sur la technique, sur la batterie. Il y a une question évidemment d'approvisionnement des minerais notamment nécessaires pour faire les batteries, en particulier le lithium. La bonne nouvelle, c'est qu'on a suffisamment de lithium sur la planète pour les 50 prochaines années, même si tout le monde se met à produire la voiture électrique. Et par ailleurs, les normes européennes produisent une incitation très forte pour les constructeurs automobiles à passer à la voiture électrique. Donc, ce serait du temps perdu de ressusciter la voiture à moteur thermique aujourd'hui, à mon avis, et il y a un enjeu très fort à passer à l'électrique, au tout électrique, le plus rapidement possible. Le troisième chantier, c'est le plus compliqué, c'est pour ça que je le nomme en troisième, en dernier lieu, c'est la réindustrialisation et la relocalisation verte de l'économie française, avec évidemment des distinctions à opérer entre les secteurs et suivant le caractère plus ou moins capitalistique, en fait machinique, on pourrait dire, du secteur industriel. Autrement dit, plus le secteur dépend de machines, plus c'est facile de relocaliser en France, plus il dépend d'une main-d'œuvre bon marché, plus ou moins qualifiée à l'étranger, plus c'est compliqué, puisque nous n'avons pas forcément cette main-d'œuvre en France. Vous avez vu le flop de la question du remplacement des ouvriers saisonniers dans l'agriculture française, les 300 000 saisonniers qui nous manquent aujourd'hui par des urbains français, pas forcément très habitués à faire de l'agriculture ou de la permaculture. Et donc, c'est le même sujet pour l'ensemble de la problématique de la relocalisation, c'est-à-dire qu'on a le véritable goulet d'étranglement, c'est la formation professionnelle. Il y a un certain nombre de ces métiers pour lesquels nous ne disposons pas de la main-d'œuvre qualifiée en France, mais ma réponse est qu'à cela ne tienne, il faut lancer les filières d'apprentissage. Cette question est déjà prégnante pour la rénovation thermique des bâtiments. Dans les négociations que j'avais menées entre, disons, Matignon et les entreprises du BTP en 2014, les entreprises du BTP nous disaient n'allez pas trop vite parce que nous n'avons pas les cohortes d'ouvriers qualifiés pour faire la rénovation thermique sur l'ensemble du territoire national. Donc leur stratégie, c'était lancer l'opération sur 2 régions, que l'État donne un signal fort qu'ils veulent faire. 3 ans après, vous aurez un premier retour d'expérience, ça nous évitera de faire des bêtises au niveau national. Et nous, entre-temps, on aura lancé des filières d'apprentissage qui permettront d'avoir On a un problème de son, on ne vous entend plus, Monsieur Giraud. On n'entend plus Monsieur Giraud. Monsieur Giraud, on ne vous entend plus. Là, vous m'entendez? Ça y est, on vous entend. Ah. Donc j'ai retiré l'image. D'accord. Je continue, ça vous va ou... Oui, on va continuer du coup uniquement en audio. En audio, d'accord. Je vais m'arrêter là pour qu'on puisse passer aux questions et aux réponses. Donc le véritable goulet d'étranglement, à mon avis, c'est la formation professionnelle. Comme je le disais, c'est déjà une question pour la rénovation thermique des bâtiments, ça le sera également pour l'agriculture, ce sera également évidemment pour l'industrie, mais je crois que c'est une formidable opportunité à la fois pour proposer des formations professionnelles pour nos jeunes, dont mon expérience est qu'ils n'ont pas du tout envie de reproduire les métiers qui sont les nôtres aujourd'hui, et puis c'est une formidable opportunité de reconversion professionnelle pour ceux qui travaillent aujourd'hui dans des secteurs qui sont piégés par la transition écologique et qui sont condamnés. Je pense en particulier à l'aéronautique. J'en profite pour dire que je pense que continuer de lancer le projet de Terminal 4 à Roissy-Charles de Gaulle serait une énorme erreur à la fois stratégique, politique, économique dans le contexte actuel. Et donc la question se pose dès aujourd'hui de fournir une formation professionnelle en vue d'une reconversion pour un certain nombre des salariés français dans un contexte où nous allons avoir au moins 20% de chômage, sinon davantage à la fin de l'année. Voilà, je m'arrête là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, M. Giraud. On peut peut-être faire une tentative encore caméra, voir si Oui. La connexion s'est améliorée. Voilà. Alors, vous m'entendez toujours? Pour l'instant, ça va. Donc, on va rester comme ça. Merci beaucoup pour ces constats, cette analyse un peu effrayante par certains côtés, et puis pour vos propositions pour le moins ambitieuses. Donc, beaucoup de mes collègues ont demandé la parole. Je vais tout de suite la donner à Cyril Pellevat. Est-ce que Cyril Pellevat m'entend?
Oui, je vous entends. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur. Merci pour votre intervention. Moi, je voulais peut-être revenir sur des points. Vous estimez que les aides que l'État alloue aux entreprises afin de relancer l'économie devraient être conditionnées par le respect de contreparties environnementales. Quelles contreparties devraient être exigées en ce sens? Ensuite, j'ai deux autres questions. Vous soutenez que l'État doit investir dans l'économie verte. À quelle hauteur estimez-vous ces dépenses de l'État? N'est-ce pas un risque d'investir alors que le déficit public a explosé à cause du confinement? Et comment financer ces dépenses alors que l'austérité est de mise depuis plusieurs années déjà au sein de l'Union européenne et que des tensions sur la question des dépenses à mettre en œuvre pour la relance se font sentir? Et enfin, ma dernière question, pensez-vous réellement que l'hélicoptère monétaire serait une meilleure solution que les quantitative easing de la Banque centrale européenne? Comment cela devrait-elle être mis en œuvre en France? Quel montant devrait être alloué au soutien de l'économie réelle pour que cela fonctionne? Je vous remercie. Jérôme. Oui, merci beaucoup. Ce sont d'excellentes questions. Je réponds rapidement, mais évidemment, on aurait assez d'une journée entière pour discuter de ces questions. Pour les contreparties, je pense que c'est à la main de l'État. L'enjeu, c'est de fournir des incitations pour qu'un certain nombre d'entreprises prennent les résolutions du côté du verdissement. Donc après, c'est l'État qui choisit la manière dont il fixe les critères. Il peut très bien dire, par exemple, vous vous engagez pour les 5 prochaines années à réduire vos émissions de CO2 de temps chaque année. Moi, dans les discussions que j'ai avec les capitaines d'industrie, ce n'est pas ça du tout qui les effraie. Ce qui est compliqué pour les capitaines industriels, aussi bien du CAC 40 que des PME extrêmement innovantes que nous avons dans notre tissu industriel français, c'est la pénalisation liée, la pénalisation de la vertu écologique liée à la concurrence. C'est-à-dire que si tout le monde est soumis aux mêmes critères, alors c'est très très intéressant pour tout le monde, parce que tout le monde a intérêt à être vertueux. Si vous êtes tout seul à devoir être vertueux, vous êtes pénalisé parce que vos petits camarades peuvent faire un dumping écologique et donc vont rafler des parts de marché contre vous, tout simplement parce qu'eux seront moins vertueux. Donc, là, on peut discuter si vous voulez, mais enfin, c'est complètement à la main de l'État français. Je pense que ce qui est fondamental, c'est qu'il y ait une possibilité de vérification. Donc, pour prendre l'exemple de la rénovation thermique des bâtiments, vous pouvez très bien dire, vous avez des contrats de performance énergétique qui marchent très bien et dont on pourrait faire une clé pour un certain nombre d'entreprises qui bénéficieraient d'entreprises BTP, qui bénéficieraient d'aide publique. Mais vous pouvez en faire autant pour l'ensemble des entreprises, pourvu qu'on ait des critères quantitatifs clairs pour pouvoir mesurer la profondeur des efforts réalisés par les entreprises, de mon point de vue. La question de l'investissement de l'État, combien et comment conjuguer ça avec l'explosion de la dette publique, enfin du déficit, puis évidemment de la dette publique. Donc, c'est évidemment l'énorme sujet politique, économique et financier d'aujourd'hui. Combien ça coûterait? Ça dépend complètement évidemment de la nature du plan de reconstruction écologique que vous mettez en œuvre. Pour donner quelques chiffres un tout petit peu précis, si on prend la question de la rénovation thermique des bâtiments publics en France, hors logement social, c'est-à-dire 10% du bâti français, les calculs que j'ai faits avec une équipe d'ingénieurs, c'est que on pourrait le faire, ça nous coûterait quelque chose comme entre 10 et 15 milliards tous les ans pendant 3 ans. Et avec ça, vous réduisez de 15% les émissions de CO2 de ce bâti-là, ce qui est insuffisant, mais c'est un début. Et ça vous crée plus de 500 000 emplois sur les 3 ans en France, un demi-million d'emplois sur les 3 ans en France. Mais ça n'est qu'un début, évidemment. Après, il faut passer à l'ensemble du bâti français. Voilà, 12 milliards, parfaitement finançables via de la garantie publique. La garantie publique, c'est du hors-bilan, donc ça ne grève pas la dette publique française. Donc ça, c'est un outil dont je fais la promotion depuis des années auprès du ministère, auprès de Bercy, en disant on devrait utiliser intelligemment la garantie publique. Comme vous le savez, on l'a fait en 2008 pour sauver nos banques. En 2008, on a en quelques jours construit la société, la SFEF, la Société de financement de l'économie française, dont la présidence avait été confiée à Michel Camdessus, et qui avait fonctionné de la manière suivante. Cette société est une société de droit privé, mais dont le capital avait été abondé à hauteur de 40% par l'État, 60% par les banques. Cette société a levé sur les marchés financiers, avec la garantie publique, 70 milliards en un an, et a reprêté cet argent aux banques privées, qui l'ont remboursé ensuite. Donc ça a parfaitement fonctionné. Et ça a permis aux banques françaises de passer le cap de la Saint-Sylvestre 2018, en dépit de la tétanie complète du marché interbancaire, liée à la catastrophe de la faillite de Lehman Brothers le 15 septembre. Et donc, mon point de vue, c'est qu'on pourrait très bien dupliquer ce mécanisme pour financer tout ce dont nous avons absolument besoin aujourd'hui, en particulier la reconstruction écologique française.
Et l'investissement de l'État, c'est la garantie publique. Donc nous venons de céder 300 milliards de garanties publiques, enfin de mettre à disposition 300 milliards de garanties publiques. Donc on pourrait très bien comment dire, sanctuariser une partie de cette garantie-là pour financer, pour aider en tout cas le secteur bancaire français à financer les projets de la transition écologique. Évidemment, la garantie publique ne suffira pas. Donc, si on veut faire davantage, là, je vais vous donner un chiffre très, très grosse maille pour la France. Si on veut faire l'ensemble du projet dont j'ai parlé, disons, on choisit l'un des grands scénarios sur lesquels nous avions travaillé en 2013-2014 et on essaie de le mettre en œuvre tout de suite, en grand et en large. Donc, c'est quelque chose comme 50 milliards tous les ans. Donc, ce n'est pas du tout négligeable, mais en même temps, ce n'est pas non plus 15% du PIB français. Évidemment, ceci va entrer en collision avec la question de la dette publique française. Je vous donne mon point de vue sur cet énorme sujet. Premièrement, la dette publique en France, à mon avis, n'est pas l'enjeu macroéconomique majeur parce que la dette privée est beaucoup plus importante. Nous avons 130% du PIB de dette privée, 100%. Alors évidemment, ça va augmenter maintenant à cause de la pandémie, mais nous étions en gros à 100% du PIB. On va probablement monter à 115%, mais la dette privée va également augmenter. Donc il y a plus de dette privée que de dette publique en France. Donc si on pense, ce qui n'est pas mon cas, que l'urgence des urgences, c'est de se désendetter, il faut commencer par le secteur privé. Si on veut que le secteur privé se désendette, ce qui à mon avis est une priorité, il faut que l'État continue d'investir et de dépenser dans l'économie de manière à éviter la déflation. La déflation, c'est cette situation très paradoxale dans laquelle plus vous pédalez, plus vous enfoncez. J'explique un tout petit peu ce que ça veut dire. Supposons que l'ensemble des sénateurs qui nous écoutent et moi-même, nous constituions l'économie française et que nous ayons tous, j'ai un chiffre pour simplifier les calculs de tête, que nous ayons tous 100 de dette nominale et que nous essayons tous simultanément de nous désendetter. Comment est-ce qu'on se désendette? On vend ses actifs sur le marché. Alors on est tous vendeurs, donc évidemment le prix des actifs baisse forcément. Et supposons que j'arrive pour ma part à réduire le montant nominal de ma dette de 10%. Donc ma dette passe de 100 à 90. Et si dans le même temps, le niveau général des prix des actifs a baissé de 15% par exemple, parce que tout le monde est vendeur, alors en réalité ma dette réelle, c'est-à-dire le poids nominal de ma dette déduit de l'inflation, ma dette réelle a augmenté, puisque les prix ont baissé de 15%, tandis que la dette nominale n'a baissé que de 10%. Et donc ça veut dire que plus j'essaie de me désendetter avec tout le monde, plus je m'endette. Donc c'est ce paradoxe-là qui fait que, par exemple, la cure d'austérité draconienne qu'on a infligée à la Grèce entre 2010 et aujourd'hui n'a servi à rien pour ce qui est du ratio dette publique sur PIB. Le ratio dette publique sur PIB en Grèce est resté encore de 180%, c'est-à-dire très élevé, alors que, comme vous le savez, on a amputé le PIB grec au moins de 25%, et l'économie grecque, en tout cas, a énormément souffert au cours des 6 ou 7 premières années du plan d'ajustement structurel. Le paradoxe, c'est que la dette publique a baissé, mais le PIB a baissé à peu près autant que la dette publique, et donc le ratio est resté identique. Et donc, on n'a absolument pas résolu le problème de la dette publique. Donc, ceci pour essayer de vous suggérer que dans une situation de pente déflationniste, comme celle sur laquelle nous sommes en train de glisser, ça veut dire il n'y a plus de croissance, il n'y a plus d'inflation, il y a beaucoup de dettes, et évidemment, le chômage va exploser. Dans cette situation-là, l'austérité budgétaire, c'est le pire des remèdes. C'est un remède à la manière des médecins de Molière, c'est-à-dire que ça tue le patient. Alors, le patient meurt peut-être en bonne santé, mais il meurt. Et par ailleurs, ça n'aide pas à résoudre le problème du ratio dette publique sur PIB. L'exemple grec en étant la manifestation la plus caricaturale, à mon avis. Donc ça, c'est le deuxième point. Premier point, c'est la dette publique, ce n'est pas le problème majeur, c'est la dette privée d'abord. Deuxième point, l'austérité budgétaire ne permet pas de résoudre le problème de la dette publique dans un contexte déflationniste comme le nôtre aujourd'hui. Troisième point, si vous voulez aider le secteur privé à se désendetter, il faut que l'État continue, lui, de dépenser. Il est le seul qui peut le faire sans mourir demain matin, alors que le secteur privé ne peut pas. Et donc, mon point de vue, ce n'est pas du tout qu'il faut accumuler des dettes de manière irresponsable, c'est que si on veut procéder de manière intelligente, il faut d'abord que le secteur privé se désendette. Pour ça, l'État doit continuer de dépenser. Une fois que le secteur privé s'est désendetté et peut réinvestir, et vous savez que nous avons un déficit d'investissement massif dans l'économie française depuis une vingtaine d'années, une fois que le secteur privé désendetté peut de nouveau investir, alors l'État réduit petit à petit sa dette, et il pourrait le faire parce qu'on aura de nouveau de la croissance et des revenus et des recettes fiscales en particulier.
Voilà, c'est ça, à mon avis, le scénario. Et donc, le scénario que la Commission européenne a en tête et qu'une partie de nos camarades de Bercy ont en tête, c'est exactement le contraire. Si on demande à l'État de se désendetter d'abord et ensuite on prie pour que le secteur privé puisse à son tour se désendetter, ce qui n'arrivera pas, parce qu'on aura mis la charrue avant les bœufs. Quatrièmement, cette question de la dette publique, à mon avis, va devenir un problème majeur dans la totalité de l'économie européenne. L'Italie va probablement monter à 160% du PIB de dette publique. Nous, on va allègrement atteindre les 115%. On va certainement avoir des moments de panique de la part des marchés financiers. Bon. Et donc, de mon point de vue, la question de l'annulation au moins partielle des dettes publiques va se poser. Donc, comme M. le Président y a fait allusion tout à l'heure, je le dis tout de suite, vous allez m'interroger là-dessus, donc je le fais immédiatement. Il est évidemment hors de question d'annuler des dettes publiques détenues par des particuliers ou des institutions privées. En revanche, une large partie de la dette publique européenne aujourd'hui est détenue par la Banque centrale européenne et je ne vois aucun obstacle, sinon politico-symbolique, à l'annulation de la part des dettes publiques de la zone euro qui est détenue par la BCE, la Banque centrale européenne. Combien ça représente? Ça représente 2 000 milliards au niveau de la zone euro, 400 milliards pour la France. Est-ce que c'est possible techniquement? La réponse est oui. Il n'y a aucun obstacle du point de vue de la comptabilité de la BCE à avoir des fonds propres négatifs. Puisque si la BCE perdait, admettons, ces 2 000 milliards, les fonds propres de la BCE, qui sont de 80 milliards aujourd'hui, ce qui est ridicule, seraient évidemment absorbés par le choc. Donc la BCE aurait des fonds propres négatifs. Certains hurlent en disant mais alors c'est la faillite totale de la zone euro. C'est pas vrai du tout. La Banque des règlements internationaux, la BRI, la Bank of International Settlements en anglais, qui est basée à Bâle en Suisse et qui est la banque centrale des banques centrales, a publié un rapport expliquant qu'il n'y a aucun obstacle technique du point de vue de la comptabilité d'une banque centrale à avoir des fonds propres négatifs. La réalité économique des fonds propres de la banque centrale, c'est juste de faire semblant de prétendre que ce sont les fonds propres de la banque centrale qui légitiment la monnaie qu'elle produit. Puisque la banque centrale est l'institution qui crée de la monnaie. Vous comprenez bien que ce n'est pas les 80 milliards de fonds propres de la Banque centrale européenne qui donnent du crédit à l'euro aujourd'hui dans le monde. Ce qui donne du crédit à l'euro, c'est la capacité de l'économie européenne à prospérer, qui est sacrément, disons, fragilisée aujourd'hui à cause de la pandémie. Donc le meilleur moyen de sauver l'euro, c'est certainement pas de conserver 80 milliards de fonds propres dans la BCE, ce qui ne servent à rien en fait, qui sont purement symboliques, mais c'est au contraire de lancer, à mon avis, un grand plan de réindustrialisation verte de la zone euro. Et pour ça, il faut sacrifier temporairement les fonds propres de la BCE, c'est absolument pas dramatique. Quitte à recapitaliser la BCE dans 10 ans, une fois qu'on ira mieux. Il n'y a aucun obstacle de ce point de vue-là. Alors, je n'ignore pas, évidemment, bien sûr, que les faucons rhéno-flamands, ils sont farouchement opposés, que pour eux, ce sera l'armageddon politique, mais je souligne simplement que la France a ici une proposition à faire au niveau du débat européen qui, à mon avis, a beaucoup de sens. Donc, ça permettrait à la France de dégager 400 milliards de marge budgétaire, avec lesquels on peut faire beaucoup, évidemment. Puis la troisième question que vous m'avez posée, monsieur le sénateur, c'est quid du quantitative easing versus l'hélicoptère monnaie, comment est-ce qu'on procéderait? Le quantitative easing, donc les politiques d'assouplissement monétaire quantitatif, pour le dire en français, qui ont été mises en œuvre par la Banque centrale européenne, en particulier à partir de 2015, ça consiste essentiellement en un rachat de titres qui viennent gonfler le bilan de la Banque centrale européenne, et qui ont permis en particulier pendant plusieurs années un circuit qui est l'État, par exemple la France procède à une adjudication du Trésor, une banque privée achète le titre de dette publique français qu'elle revend immédiatement à la BCE qui s'est engagée à le faire. C'est rassurant pour l'État français, c'est extrêmement confortable pour la banque qui évidemment prend une commission et donc qui a ce qu'on appelle un free lunch en anglais, donc un repas gratuit, puisqu'en fait elle fait un profit sans risque, puisqu'elle est certaine que la BCE lui rachètera son titre, donc c'est extrêmement bénéfique pour la banque, mais ça ne nous délivre pas du problème, puisque c'est encore de la dette. Donc ça veut dire que la dette française continue d'augmenter, et donc si vous voulez absolument réduire la dette française, il ne faut pas faire du quantitative easing. C'est pas l'objet. Le quantitative easing, en plus, de mon point de vue, ne résout pas le problème de fond qui est que nous avons fait l'erreur dans le traité de Maastricht et en France depuis la fin des années 70 de faire dépendre le financement public de l'État par des marchés financiers, comme si les marchés financiers étaient suffisamment sages et avaient suffisamment, disons, l'intérêt général en vue pour pouvoir dicter à l'État français ce qu'il a à faire
dans ses dépenses publiques, ce qui me semble une hérésie du point de vue politique et économique. Je n'ai aucun argument analytique, même du point de vue de l'économie la plus orthodoxe et la plus favorable aux marchés financiers, pour m'expliquer que les marchés financiers seraient suffisamment efficients pour avoir quelques mots à dire intelligents sur la politique publique en France. Et puis, ça ne vous aura pas échappé qu'ils favorisent toujours le même type de politique publique. Donc, de mon point de vue, en amont de ces questions de financement, il y a un énorme sujet qui est la reconstitution de ce qu'on avait appelé les circuits du trésor de Bloch-Léné, qui ont rendu possible la reconstruction de la France après la guerre, pendant les 30 Glorieuses, c'est-à-dire l'État emprunte directement à sa banque centrale à taux nul et d'une certaine manière roule la dette qu'il a vis-à-vis de lui-même, ce qui lui permet de court-circuiter les marchés financiers. Alors, donc, le quantitative easing ne permet pas de reconstituer les circuits du trésor. Et en fait, les juristes allemands de la cour de Karlsruhe s'en sont bien rendus compte, raison pour laquelle ils ont toléré du bout des lèvres le quantitative easing depuis 5 ans. Le quantitative easing, donc, ne permet pas de résoudre le problème de la dette, puisque c'est encore de la dette, fait toujours dépendre le financement de l'État français des marchés financiers, puisque ça passe par la case banque. Et par exemple, vous aurez remarqué que la BCE a racheté davantage de titres confortables, des titres français pour l'instant et des titres allemands, que de titres italiens, alors que l'Italie aurait bien plus besoin d'un quantitative easing musclé que la France. Donc en fait, ça c'est lié au fait que les marchés financiers tarifient, price, comme on dit dans le jargon des marchés financiers, price la dette italienne beaucoup plus mal que la dette française. Et donc ne délivrent pas du joug des marchés financiers, et sont simplement, disons, un extraordinaire cadeau fait aux banques pour leur permettre de se refinancer sans risque. Par contraste, l'hélicoptère monnaie, c'est tout à fait autre chose, hein, c'est la création monétaire qui n'est pas de la dette. Et donc ça consisterait par exemple à demander à la Banque Centrale Européenne d'abonder la Banque Européenne d'Investissement, la BEI, pour que celle-ci puisse financer en France des chèques, pour dire les choses de manière triviale, soit aux entreprises, en particulier aux PME à mon avis, qui sont très mal logées dans la situation actuelle en France, soit aux ménages. Donc comme vous le savez, les États-Unis l'ont fait, l'Allemagne l'a fait en partie pour un certain nombre de destinataires. Quelle serait la différence majeure? La différence majeure, c'est que l'hélicoptère monnaie, c'est de la monnaie active, ça n'est pas de la monnaie dette, puisque ça n'est pas une dette. Ce que je rappelle, ce qui est bien connu évidemment, hein, c'est que lorsque vous accordez un crédit, vous créez de la monnaie. Donc les banques privées, à chaque fois qu'elles accordent un crédit, elles créent de la monnaie. Cette monnaie circule dans l'économie en fonction de ce qui est fait avec cet argent, et puis cette monnaie revient tôt ou tard dans le bilan de la banque qui l'a émise au moment du remboursement de la dette. Donc au moment du remboursement de la dette, vous détruisez de la monnaie, ce qui est tout à fait normal. Donc notre économie fonctionne en permanence de cette manière-là. C'est comme le sang qui circule dans l'organisme, hein, il est expulsé par le cœur et puis il revient dans le cœur. Le cœur, c'est le bilan bancaire, c'est le secteur bancaire. Et donc, la raison pour laquelle la quantité de monnaie en circulation augmente en permanence, c'est que dans une économie qui croît et qui fonctionne normalement, chaque jour, vous avez plus de nouveaux crédits que de remboursement des anciens. Et donc, au total, la quantité de monnaie augmente plus ou moins rapidement en fonction de la vitalité de l'économie. Donc, si vous faites du quantitative easing, vous injectez de la monnaie dans l'économie, mais c'est une monnaie dette qui, tôt ou tard, va revenir dans le bilan de la Banque centrale, ou en tout cas des banques de second rang, des banques privées, qui ont utilisé la monnaie Banque centrale pour accorder des crédits dans l'économie réelle. Si vous faites de l'hélicoptère monnaie, c'est de la monnaie active qui restera dans l'économie, qui ne réintégrera pas le bilan de la Banque centrale européenne. Deuxième grande différence, et j'aurais dû le souligner déjà dans ce que j'ai rappelé à propos du quantitative easing, le quantitative easing a, comme je le disais, essentiellement bénéficié au secteur bancaire et a très peu bénéficié à l'économie réelle. L'économie réelle a été très peu bénéficiaire de ceci. Les banques qui ont bénéficié de la manne monétaire de la Banque centrale européenne l'ont essentiellement utilisée pour financer la bulle financière sur les marchés financiers et la bulle immobilière et un certain nombre de projets industriels peu rentables. Donc ça rejoint l'énorme question on pourrait dire, de la sagesse du crédit bancaire qui laisse beaucoup à désirer, à mon avis, depuis une vingtaine d'années. Pourquoi? Parce que les banques, pour faire des profits à très court terme, préfèrent financer, des opérations financières à fort effet de levier sur les marchés, plutôt qu'une économie réelle qui est faible et qui apporte peu de rendement à moyen terme.
Donc, l'hélicoptère monnaie, si vous la fléchez du côté des PME en difficulté et du côté des ménages, vous êtes sûr que c'est de l'argent qui arrive dans la poche de l'économie réelle, alors que le quantitative easing, vous n'en avez aucune garantie, et l'expérience des 5 dernières années montre que c'est plutôt raté de ce point de vue-là. Donc voilà, c'est ça les grandes différences, à mon avis, entre d'un côté un financement via le quantitative easing, de l'autre un financement via l'hélicoptère monnaie. Évidemment, le mécanisme de l'hélicoptère monnaie, où vous auriez la BCE qui crée quelques milliards, par exemple à destination de la BEI, et la BEI les redistribue pays par pays, demande un vrai débat politique sur combien par pays, quel secteur, etc. Mais de toutes les manières, à mon avis, il faut bien qu'on ait un jour ou l'autre ce type de débat politique au sein de l'Union européenne, puisque ce qui nous tue, de mon point de vue, c'est le caractère unijambiste de la construction européenne. Hein. Nous avons fait un marché unique, nous n'avons pas d'instance politique européenne en face du marché unique, autrement dit, et bon, les équipes de l'or dans les années 90 en étaient parfaitement conscientes. Hein. Mais vous savez que ce qu'elles espéraient, c'est qu'on apprend à marcher en tombant. Donc avec une jambe, ce n'est pas possible. La deuxième jambe, c'est la jambe politique. Et le pari, l'équipe de l'or dans les années 90, c'était que la jambe politique, nous la construirions à force de nous casser la figure avec une seule jambe. Malheureusement, disons, les forces centrifuges de divergence entre les économies du Nord et du Sud, créées de manière endogène par l'euro, font que c'est de plus en plus compliqué. Mais je ne vois pas d'autre issue, si on veut sauver le projet européen, que d'avoir un vrai dialogue de politique publique aujourd'hui au niveau européen pour lancer ce genre d'opération. Donc je suis assez favorable à une politique d'hélicoptère monnaie, en tout cas bien davantage qu'à une politique de quantitative easing. Maintenant, je rajoute encore un mot, je vous laisse la parole, excusez-moi, je suis trop long. Je ne suis pas convaincu qu'il faille tout faire en même temps, c'est-à-dire si on annule une partie de la dette publique détenue par la BCE, on n'a pas forcément besoin de faire l'hélicoptère monnaie, à condition que chaque État utilise intelligemment la marge budgétaire qui lui est ainsi accordée. Si on n'annule pas les dettes publiques de la BCE, je suis très favorable à une politique d'hélicoptère monnaie. Merci beaucoup, M. Giraud. Alors, j'ai beaucoup de demandes de parole, donc on va peut-être regrouper les questions. Je vais prendre par groupe de 3 questions et je vais donner la parole tout de suite à Madame de Cidrac. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, chers collègues. Monsieur Giraud, merci de votre présence. Vous avez signé une note pour l'Institut Rousseau sur la reconstruction écologique. Dans celle-ci, vous appelez à se donner les moyens de bâtir une économie circulaire digne de ce nom. Je vous cite. Oui. Vous militiez déjà pour une économie plus circulaire avant même cette crise sanitaire que nous traversons. Le coronavirus semble pourtant faire revenir le plastique sur le devant de la scène, donnant à tort parfois un sentiment de protection aux consommateurs. Et en plus, avec la chute du prix du pétrole, même le plastique recyclé risque d'être moins privilégié. Donc, moi, j'avais une première série de questions rapides. Ne craignez-vous pas, comme certains d'ailleurs, un retour du plastique en force ? Dans quelle mesure l'économie circulaire doit être centrale dans cette relance verte? Et bien sûr, quelle peut être la place de la loi du 10 février relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire sur cette relance, bien sûr. Vous avez d'ailleurs, et j'ai une autre série de questions, parfaitement illustré l'intérêt de s'atteler d'abord à la rénovation énergétique des bâtiments avant même, vous avez dit, de s'intéresser à la relocalisation de l'industrie. Outre les avantages écologiques, vous y voyez aussi un puits économique et social puisque ce sont des emplois non délocalisables. Comme vous l'avez suggéré, il faut donc lancer la formation professionnelle aux métiers de demain. Cette nécessité montre effectivement que la mobilisation de tous les pans de la société est nécessaire, en réalité, pour qu'on arrive à avoir le rebond tant attendu. Vous avez déjà répondu sur les volets financiers et sur un certain nombre d'économies d'énergie que l'on peut attendre en les chiffrant, mais j'avais une dernière question. Quelles doivent être en réalité les priorités en matière de formation professionnelle pour justement nous puissions répondre à cette rénovation énergétique en masse? Merci. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Jean-François Longeau. On va prendre 3 questions si vous le voulez bien. Et puis après, comme ça, vous répondrez par groupe de 3 parce qu'on a beaucoup de demandes de parole. Donc, Monsieur Longeau et après, ce sera Monsieur Jacquin. Monsieur Longeau. Monsieur le Président, merci. Merci d'abord de regrouper les questions parce que j'ai une partie de ma question qui a été posée par Martha de Cidrac. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur Giraud, je tiens à vous remercier, Monsieur Giraud, pour vos propos de ce matin, propos qui nous sont très précieux.
Je suis avec intérêt vos travaux et vos propositions qui ont le mérite de ne pas tomber dans une vision décroissantiste, mais bien de proposer une économie post-croissance. Je partage ainsi votre position. Les chantiers de la reconstruction doivent se faire autour de la rénovation du bâti, de la mobilité verte, du fret ferroviaire, du réaménagement des territoires en faveur des circuits agroécologiques courts, ainsi que d'une relocalisation d'une partie de notre industrie. C'est ce moment gaulien que vous appelez de vos voeux. Vous dites également que, d'une part, la politique monétaire menée par la BCE ne peut pas tout assumer, car celle-ci sert davantage les banques que l'économie réelle, c'est ce que vous venez de nous dire, et que d'autre part, il faudra annuler les dettes publiques détenues par la BCE pour financer la transition écologique et relancer l'emploi. Dans quelle mesure une telle proposition peut-elle être crédible alors que la Cour suprême allemande remet déjà en cause le problème anti-crise de la BCE? Dans quelle mesure également estimez-vous qu'en l'absence d'une telle politique, notre continent fait face à un risque de déflation dans les années qui viennent à cause du confinement? Pour ma part, je suis en faveur d'un prix plancher au sein du marché européen du carbone, ainsi que la mise en place d'une taxe carbone aux frontières, mais je suis également convaincu de la nécessité de faciliter les investissements verts en permettant aux membres de les extraire du pacte de stabilité de croissance. La remise en cause de la discipline budgétaire pourrait-elle, selon vous, conduire à une telle position? Enfin, pensez-vous, à l'instar de Christian Gaulier, que le New Green Deal pour une Europe décarbonée soit forcément condamné? Je vous remercie. Merci, M. Longeau. Monsieur Jacquin. Est-ce que M. Jacquin est là? Il est là, il faut qu'il appuie sur son micro. Si M. Jacquin n'est pas là, je vais donner la parole à Mme Tocqueville. Mme Tocqueville? Oui, bonjour. Allez, bonjour. Oui, merci. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur. Je suis particulièrement intéressée par les propos que vous avez tenus concernant la relocalisation de l'industrialisation. Et actuellement, je travaille avec mon collègue Frédéric Marchand sur la sécurité alimentaire, où nous évoquons bien évidemment la relocalisation de la production, le développement des circuits courts et des circuits de proximité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, et évidemment produire là où on consomme. Donc j'aimerais avoir votre point de vue sur cet aspect d'une relocalisation très ciblée. D'autre part, la présidente de la Commission européenne a rappelé avec insistance que les importants plans de relance qui seront nécessaires en Europe pour sortir de la récession économique devront prendre en compte la dimension climatique. Donc, elle est tout à fait en adéquation avec ce que vous nous avez exposé. Donc, tout le monde semble d'accord et j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Et ce matin, nous entendons malheureusement que les grandes banques françaises continuent d'investir dans les énergies fossiles. Pardon. Excusez-moi. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il ne faudrait pas passer du stade de l'incitation au stade de la sanction? Et enfin, j'ai une dernière question. La Convention citoyenne pour le climat a rédigé, donc le 9 avril 2020, une contribution pour la sortie de crise, évidemment en appelant à une relocalisation des différents secteurs stratégiques. Qu'en pensez-vous? Et un élément important semble de remettre le citoyen au cœur de la réflexion. Cela aussi est évoqué à de nombreuses reprises. Pensez-vous effectivement que les citoyens doivent aussi s'emparer, mais pas seulement être entendus, par les grands acteurs économiques et par l'État pour faire avancer donc cette réflexion vers une relance verte? Je vous remercie. Merci, Mme Tocqueville. Donc, M. Giraud, je vous propose de répondre aux questions de Mme de Cidrac, M. Longeau et Mme Tocqueville. Merci beaucoup. Donc, je vais forcément être plus rapide et lapidaire, parce qu'il y a beaucoup de questions. Sur la question du plastique, oui, je crains comme vous, Madame la sénatrice, que le plastique revienne à l'ordre du jour. Ce serait une très mauvaise opération, d'autant que le pétrole, même si le prix du pétrole est très bas aujourd'hui, le prix du pétrole ne restera pas aussi bas qu'il est pour des tas de raisons. La première, c'est que nous allons vers une raréfaction de la disponibilité du pétrole dans les années qui viennent. Ça, c'est l'énorme sujet que vous connaissez sûrement du pic d'extraction du pétrole. Vous savez qu'au niveau mondial, on a atteint déjà le pic avec les techniques conventionnelles d'extraction en 2006, au niveau mondial.
autour de 98 millions de barils jour. L'énorme question à plusieurs milliers de milliards aujourd'hui qui est posée aux ingénieurs pétroliers, c'est pour quand sera le pic d'extraction avec les techniques non conventionnelles, c'est-à-dire notamment avec la fracturation hydraulique de la roche. Vous savez sûrement qu'il y a deux tribus du côté des ingénieurs pétroliers, une tribu qui nous dit pour 2025, une deuxième qui nous dit pour 2060. Si c'est 2025, ça veut dire que le prix du pétrole est appelé très rapidement, dans les années qui viennent, à devenir très élevé. En tout cas, il y aura certainement une très très forte volatilité du prix du pétrole, c'est certain, parce que si vous avez de nouveau un choc pétrolier avec une augmentation rapide du prix du pétrole, vous avez nécessairement un affaissement très rapide de l'économie mondiale, puisque pour l'instant, nous continuons de dépendre énormément du pétrole, et cet affaissement fait que la demande s'effondre, et donc le prix du pétrole baisse de nouveau, et continue de faire des montagnes russes, comme ça avait été le cas d'ailleurs en 2008. Donc, refaire dépendre une partie de notre économie du pétrole, c'est la pire des mauvaises idées qu'on puisse avoir aujourd'hui, à mon avis, ce qui est un enjeu, pas seulement pour le plastique, mais pour l'ensemble de notre économie française. Vous savez qu'essentiellement, le déficit de la balance commerciale en France, dans ce déficit, vous avez 70 milliards qui sont uniquement des importations de pétrole. Donc voilà, j'ai la même crainte que vous et j'espère qu'on va résister à cette tentation énorme et au contraire, ça devrait être un enjeu de politique publique aujourd'hui de souveraineté nationale que de réduire notre dépendance à l'égard du pétrole. L'économie circulaire, vous le savez certainement, moi j'y suis très favorable. Je pense que c'est un changement, on pourrait dire, de civilisation qu'il faut opérer. Nous avons fait la révolution industrielle depuis 2 siècles avec l'idée d'une économie linéaire, c'est-à-dire que on prélève, on produit, ça fait du PIB, disons, et du bien-être pour les citoyens, et c'est tout. Et en fait, non. En fait, on produit également des déchets. En fait, une économie, c'est un grand métabolisme, comme le métabolisme humain, qui produit des déchets à chaque fois qu'il ingère, disons, de l'énergie, de la matière. Il ne fait pas simplement du travail. Ces déchets doivent pouvoir être recyclés. Alors évidemment, c'est l'énorme question, par exemple, des minerais. Parce que vous savez que nous allons avoir des pics d'extraction de minerais également. Donc mes travaux montrent avec un géophysicien, Olivier Vidal, qu'on pourrait avoir un pic d'extraction du cuivre au niveau mondial en 2060. Le cuivre a des applications industrielles absolument massives partout, est assez peu substituable et est absolument décisif pour les infrastructures liées aux énergies renouvelables. Donc il faut que nous fassions un usage très intelligent du cuivre, sinon nous allons manquer de cuivre, nous ne pourrons même pas faire la transition énergétique. En fait, tous ces minerais sont dans les petits bijoux comme ceci. Donc il y a un enjeu considérable en fait à passer à une culture industrielle, disons du low-tech, en conservant le high-tech pour un tout petit nombre de secteurs, je pense en particulier au secteur médical, mais pour toute une série d'autres secteurs, on n'a absolument pas besoin d'avoir ces prouesses technologiques que sont ces objets-là, dont l'énorme défaut et qui sont très difficiles à recycler. En tout cas, le recyclage demande beaucoup d'énergie et d'argent. Donc là, vous voyez que c'est l'ensemble, disons, de la culture industrielle qui est la nôtre qu'il faut réinventer pour pouvoir mettre en œuvre effectivement une économie circulaire, pas simplement, mais c'est déjà beaucoup, dans le monde agricole, mais aussi dans le monde industriel. Et la loi du 10 février, à mon avis, doit être absolument maintenue et renforcée pour aller dans cette direction. Sur la rénovation thermique des bâtiments, dont je me réjouis que nous soyons d'accord sur ce point, peut-être ce que je peux dire à ce sujet, c'est que de mon point de vue, et ça donnera peut-être un élément de réponse à d'autres questions qui m'ont été posées, elle s'inscrit, à mon avis, dans un projet plus vaste de réaménagement du territoire français. Si on veut faire des économies d'énergie au niveau urbain, disons, l'optimisation urbaine est relativement claire. En fait, il nous faut des petits centres urbains circulaires. Pourquoi circulaire? Ça, c'est des mathématiques, parce que c'est la forme géométrique qui vous permet d'avoir la surface la plus faible à périmètre donné. Et donc, il nous faut des petits centres urbains circulaires avec beaucoup de transports publics à l'intérieur du centre urbain, plus de voitures, simplement des voitures électriques pour ceux qui en ont absolument besoin, de la polyagriculture autour de chaque centre urbain, pour qu'on arrête cette folie d'avoir uniquement du blé dans la Beauce, uniquement du lait en Normandie, uniquement de la viande dans le Limousin. De la polyagriculture avec du fret ferroviaire qui achemine la nourriture dans la gare et donc auprès des centres commerciaux à proximité des gares. Donc ceci, en fait, est connu depuis un bon moment. J'ai souvenir en 2015 ou 2014, non 2015, pardon, d'avoir emmené à l'Élysée un fonds autrichien qui voulait investir 5 milliards dans les centres commerciaux français à proximité des gares dans les villes moyennes. Et qui, parce que c'est une grosse opération, voulait le feu vert politique
du gouvernement de l'époque, et bon, qui a été très mal reçu. Mais ça signalait le fait que dans la sphère financière, un certain nombre d'investisseurs ont très bien compris que c'est ça l'avenir. Ça veut dire notamment que ça sonne le glas de la grande distribution et des supermarchés qui sont à 4 km du centre-ville, auxquels on ne peut avoir accès qu'en voiture, et qui font exactement le contraire du schéma que je viens de décrire. Évidemment, ça suppose aussi une réhabilitation du maillage du réseau ferroviaire extrêmement dense que nous avions en 1945, et que malheureusement nous avons en grande partie détricoté, alors que par exemple la Belgique, l'Allemagne en partie et la Suisse ne l'ont pas détricoté. Mais c'est une très bonne nouvelle puisque ça crée énormément d'emplois et ça revitalise une bonne partie du territoire français. Ça va nous permettre de nous livrer à un petit jeu que nous raffolons, que nous aimons beaucoup, qui est nous bagarrer sur la question de savoir s'il faut que le train passe plutôt à la souterraine ou plutôt à Dun-Palestel. Mais bon, c'est le prix à payer pour qu'on puisse, à mon avis, mener à bien ce projet. Dans la formation professionnelle, vous m'interrogez sur les secteurs qu'il faut privilégier. Ça me semble assez évident que l'agriculture, puisque la situation actuelle le démontre, doit être une des priorités. L'autre, c'est les secteurs industriels sur lesquels nous avons des industries prêtes à se relocaliser et pour lesquels nous manquons de main-d'œuvre qualifiée. Après, il faut regarder dans le détail les secteurs industriels. Je ne peux pas le faire là maintenant dans le temps qui m'est imparti. Réaménagement du territoire, voilà, je crois que j'en ai dit un mot. La Cour suprême de Karlsruhe. Dans le bras de fer qu'il y a en ce moment entre la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour de Karlsruhe, je pense qu'il faut enfin, je vous livre mon analyse là-dessus. Les deux ont tort et les deux ont raison. Au sens où, moi, je donne raison, et c'est ce que fait Alain Suppiot, un professeur au Collège de France, anthropologue du droit. Karlsruhe a raison de rappeler la fragilité de la position de la Cour de justice européenne qui prétend se donner une autorité juridique supérieure au droit constitutionnel. Comme vous le savez, le Grundgesetz en Allemagne, c'est l'équivalent de la Constitution chez nous. Et donc, ce que fait la Cour de Karlsruhe, c'est juste de rappeler les décisions de la Cour de justice européenne. Autrement dit, la jurisprudence de la Cour de justice européenne ne s'impose pas et ne prévaut pas sur le droit constitutionnel. Et je ne vois pas comment nous, Français, on pourrait ne pas être d'accord avec la Cour de Karlsruhe. Donc, je sais bien que le Conseil constitutionnel suit en traînant des pieds la position de Karlsruhe sur cette question, parce que le Conseil constitutionnel est lui-même en bagarre chez nous avec la Cour de cassation, qui, elle, est complètement inféodée au point de vue de la Cour de justice européenne. Mais je crois que, alors je ne suis pas constitutionnaliste, je ne suis pas juriste, je suis économiste, mais je ne vois pas tellement comment, comme citoyen français, je pourrais ne pas donner raison à la Cour de Karlsruhe sur cette question-là. Je pense que c'est aussi une question de souveraineté politique. Le droit constitutionnel français, jusqu'à plus ample informé, s'impose, prévaut en tout cas, sur la jurisprudence de la Cour de justice. Il n'en demeure pas moins que, par ailleurs, la Cour de justice a un point qui est... pardon, excusez-moi. Non, c'est le contraire. Ce que je veux signaler, c'est que, par ailleurs, la Cour de justice base la totalité de ses décisions sur un concept économique qui est vide, qui est celui de la concurrence pure et parfaite, qui a servi en fait d'élément fondateur d'une partie du projet européen, et à mon avis à tort. Et évidemment, comme vous le savez, le dogme de la DG concurrence à la Commission européenne et malheureusement d'une partie de nos collègues à Bercy, c'est tout ce qui nuit à la concurrence pure et parfaite dans une économie est malvenu. Du point de vue de l'analyse économique, la concurrence pure et parfaite, ça n'existe pas. On est toujours dans une situation de marché en présence de concurrence imparfaite, de concurrence en partie oligopolistique, avec évidemment toujours des alliances plus ou moins dissimulées entre les acteurs industriels qui sont en concurrence sur le marché. Et donc, par exemple, interdire une politique industrielle volontariste comme celle que nous avons eue pendant la reconstruction de la France après la Seconde Guerre mondiale, au motif que ça créerait des distorsions sectorielles qui nuiraient à la concurrence pure et parfaite, c'est une hérésie économique à mon avis. Donc, l'autre reproche que je ferai à la Cour de justice européenne, c'est de baser l'ensemble de ces décisions jurisprudentielles sur un concept qui est non pertinent de mon point de vue. Alors, après, évidemment, je dois aussi dire que la Cour de Karlsruhe joue aussi une partition qui est extrêmement néfaste pour le projet européen, puisque, en gros, elle continue, elle, de penser par ailleurs que l'ensemble de l'Europe devrait être allemand ou allemande, alors que je crois qu'il faut absolument que l'Allemagne aujourd'hui devienne européenne. Et donc, vous voyez, mon point de vue, il est que personne n'a absolument raison, tout le monde a tort dans cette affaire, et que donc, suivant l'objet exact
de la discussion sur le bras de fer entre la Cour de justice européenne et la Cour de Karlsruhe, voilà, je crois qu'il faut avoir un point de vue nuancé. Ce qui, j'espère, n'est pas une manière de noyer le poisson dans ce débat. Mon point de vue à moi étant qu'il faut cesser de mettre la concurrence parfaite comme objectif sacro-saint, puisqu'il est vide de sens. Et surtout, on a besoin d'une politique industrielle volontariste, ce qui suppose des options sectorielles privilégiées, voilà, et ce n'est pas grave du tout pour la concurrence. Premièrement. Et deuxièmement, le droit constitutionnel français s'impose sur la jurisprudence de Karlsruhe. Troisièmement, il n'empêche qu'il faut absolument que les faucons allemands fassent des concessions pour sauver le projet européen, parce que je crains fort qu'à l'issue de cette pandémie, nos amis italiens et espagnols ne supportent plus du tout le diktat allemand. Comme vous le savez, les négociations qui ont eu lieu il y a quelques semaines au Conseil de l'Europe pour débloquer quelques malheureux centaines de milliards au niveau européen, ont été extrêmement violentes. Donc il y a des insultes qui ont été proférées par certains ministres italiens et espagnols à l'égard des représentants allemands et flamands, et je ne vois pas comment ceci pourrait se calmer dans les années qui viennent. Donc je pense qu'il y a un enjeu colossal à ce que nos voisins allemands fassent des concessions dans l'intérêt du projet européen. Sur la taxe carbone, j'y suis également très favorable, comme vous le savez peut-être. J'ai fait partie de la commission Stern-Stiglitz qui a fait un rapport en 2017, sous l'égide de la Banque mondiale et à l'initiative à l'époque de la ministre Ségolène Royal. Donc voilà, j'y suis très favorable. La taxe carbone a d'immenses avantages sur le marché des droits à polluer, qui, comme vous le savez, ne fonctionne pas en Europe depuis des années. Le grand avantage de la taxe, c'est que ça fournit des recettes fiscales pour l'État, qu'il peut réutiliser pour financer un chèque énergie à destination des ménages qui sont pénalisés par l'augmentation du prix du pétrole à la pompe. Et c'est évidemment ce que nous aurions dû faire, de mon point de vue, pour nous éviter une année de protestation des Gilets jaunes et la détérioration du climat social tel qu'on l'a connu. Alors, extraire les investissements verts du pacte de stabilité, j'y suis extrêmement favorable. C'est vrai que c'est un sujet sur lequel je m'exprime peu en ce moment, mais j'ai depuis plusieurs années proposé ça également. D'une manière plus générale, si vous voulez. Il y a un paradoxe quand même dans la comptabilité nationale qui est qu'on compte sur un pied d'égalité les dépenses d'investissement de long terme avec les dépenses courantes. Dans une entreprise, on ne fait jamais ce type d'assimilation. On distingue très soigneusement l'amortissement des dépenses de long terme avec les dépenses courantes. Dans la comptabilité nationale, telle qu'au moins elle est conçue par Eurostat à Luxembourg, on mélange les deux. Et donc c'est une bêtise qui nous pénalise au niveau de nos investissements publics de long terme. Donc, évidemment, je suis très favorable au fait qu'on retire du pacte de stabilité tous les investissements verts de long terme dont nous avons absolument besoin. Et je pense que ce serait du bon sens comptable, en fait, que de faire ça. Pour ce qui concerne la sécurité alimentaire, donc ça, c'est sénateur Tocqueville, je crois. Je suis très favorable également. Enfin, je veux dire, c'est un enjeu absolument central, bien sûr. Je ne pense pas, sauf si vous êtes plus informé que moi, je ne pense pas que nous souffrions dans les mois qui viennent de rupture des chaînes d'approvisionnement alimentaire en France. En revanche, c'est évidemment un enjeu absolument central. Ça va devenir une crise humanitaire en Inde et en Afrique subsaharienne. Ce qui ne veut pas dire que dans l'avenir, nous serions durablement protégés. Donc, je crois aussi que c'est un enjeu de sécurité nationale. Sur les grandes banques françaises, vous avez souligné à juste titre qu'elles continuent de prêter aux énergies fossiles. Vous savez qu'il y a un rapport de l'ONG Oxfam paru il y a quelques mois qui montre que pour 1 euro investi dans les énergies renouvelables, les banques françaises investissent 7 euros dans les énergies fossiles. Et vous parlez de sanctions. Bon, j'y suis aussi favorable, mais je pense qu'il ne faut pas... Enfin oui, je suis d'accord avec vous, les incitations, de toute façon, ça ne suffit pas, c'est assez manifeste aujourd'hui. Je crois qu'il faut comprendre la logique financière qui est sous-jacente à cette attitude. C'est que la plupart des grandes banques françaises qui ont financé la révolution industrielle française, et en tout cas la construction de la France au cours du XXe siècle, ont dans leur bilan des milliards d'actifs qui dépendent des hydrocarbures fossiles. Excusez-moi. Voilà, c'est quelqu'un qui essaie de m'appeler. Donc, ont dans leur bilan des centaines de milliards d'actifs qui dépendent des hydrocarbures fossiles. Elles savent très bien que si on procède à une transition écologique massive, rapide, volontaire dans les années qui viennent, elles sont en faillite. Parce que si vous déclarez demain matin que le charbon est un actif échoué, stranded asset en anglais, dont la valeur économique est nulle, alors ça creuse des trous noirs dans les bilans de nos banques.
Même histoire si vous le faites pour le pétrole et pour le gaz. Donc, en fait, nos banques savent que une vraie transition écologique signifie leur mort quasi instantanée. D'où le jeu de dupes auquel se livrent nos banques, à mon avis, qui est de faire semblant de s'être converties à la transition écologique alors qu'elles ne peuvent pas intrinsèquement le faire. Le meilleur exemple étant les fameuses obligations vertes, hein, les green bonds, qui n'ont à peu près rien de vert en vérité, qui sont absolument aussi brunes et vertes que n'importe quelle obligation aujourd'hui sur le marché. Donc, on peut sanctionner les banques, évidemment, mais ça ne résout pas non plus le problème. Je pense qu'il faut comprendre qu'elles ont dans leur bilan des actifs qui, en réalité, sont déjà des actifs échoués, si on croit à la transition écologique. Et donc, la vraie question aujourd'hui, mais c'est une question à plusieurs centaines de milliards, c'est comment les débarrasser de ces actifs. Donc, il y a une option qui est la même que celle qu'on a essayé de mettre en œuvre et qui est aujourd'hui remise à l'ordre du jour par certains au niveau européen, qui consiste à mettre en place une banque de défaisance, une bad bank, qui récupérerait les actifs échoués de nos banques de manière à les en débarrasser. Alors après, toute la grande question, évidemment, qui devient une question politique, c'est à quelles conditions vous faites ça? C'est-à-dire, est-ce que l'État reprend une part dans le capital des banques pour pouvoir contrôler l'usage qu'elles font de leurs fonds propres et de la liberté qu'elles vont retrouver une fois qu'on les aura débarrassés des actifs pourris, parce que ce sont des actifs liés aux hydrocarbures fossiles qu'elles détiennent dans leur bilan. Si on ne fait aucune contrepartie à une telle opération, ça veut dire juste qu'une fois de plus, on privatise les pertes et on privatise les profits, on socialise les pertes, c'est-à-dire qu'on la puissance publique, que ce soit l'État français ou l'Union européenne, récupère les actifs pourris que les banques ont gardés dans leur bilan au plus grand bénéfice des banques et au détriment évidemment du citoyen européen. Donc je ne suis pas favorable à la construction d'une bad bank, d'une banque de défaisance sans contrepartie, mais j'attire l'attention sur le fait que je ne vois pas tellement comment on pourrait faire l'économie de la mise en place d'un objet institutionnel de cette nature, conditionné évidemment à l'obligation faite aux banques d'une politique de crédit beaucoup plus vertueuse du côté des énergies renouvelables. Il n'est pas impossible que ça passe par la nationalisation des banques. Et je crois que c'est ça qu'elles craignent le plus, c'est-à-dire qu'elles se disent certainement qu'une vraie transition écologique, volontariste et massive, signifiera à terme leur faillite ou leur nationalisation. Et puis, il y avait une dernière question, je crois, sur la Convention citoyenne. Le citoyen doit-il revenir au cœur de la réflexion? J'y suis également très favorable. Je pense que, pour ma part, ceci pointe vers un enjeu civilisationnel majeur qui est la prise en compte des communs, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu déjà parler. Si vous voulez, pour le dire de manière très très rapide, les juristes, puisqu'en fait ça vient du droit cette affaire-là, et les économistes après eux ont pris l'habitude de penser le monde à travers deux catégories de biens, de ressources et de services, qui sont les biens privés d'un côté, qui seraient réservés à la sphère marchande, et puis les biens publics, qui seraient réservés à, disons, une bureaucratie publique, une bureaucratie d'État. En réalité, déjà dans le droit romain, vous aviez d'autres catégories de biens, et en particulier ce qu'on appelait la res communis, c'est-à-dire que les biens communs, qui appartiennent à tous, mais dont personne n'est en particulier le propriétaire, mais dont nous avons tous la responsabilité. Et je crois que ce dont on fait l'expérience aujourd'hui avec la pandémie, c'est que la santé est un bien commun, c'est même un commun mondial, au sens où la santé d'une riche famille chinoise à Wuhan qui mange du pangolin le soir concerne la totalité de l'humanité. Donc nous ne pouvons pas nous désintéresser de la santé de nos voisins et même d'humains qui sont très très éloignés de nous, ce qui veut dire que la santé est un commun. Ça ne peut pas être un bien privé. Si vous privatisez la santé, vous lui donnez un coût. Si vous lui donnez un coût, ça veut dire que les plus modestes ne pourront pas s'acquitter de ce coût. Donc, ça veut dire qu'ils vont récupérer le virus et donc ils vont contaminer tout le monde, même ceux qui auraient les moyens de se protéger. Donc, vous ne pouvez pas privatiser la monnaie, vous ne pouvez pas privatiser les biens communs, vous les détruisez. Vous ne pouvez pas non plus espérer qu'il y ait un État mondial qui gère la question de la santé. Les deux candidats pour avoir ce leadership aujourd'hui étant plutôt catastrophiques, je pense à la Chine et aux États-Unis, et je ne suis pas du tout favorable à ce qu'on ait un État mondial, je pense que ce serait plutôt terrifiant. Donc ça veut dire qu'il faut des institutions capables de prendre en charge un certain nombre de ressources communes, transversales, que ce soit au niveau international ou au niveau local. Alors, quelles sont ces institutions? C'est des institutions qui prennent en charge les communs et qui ne sont ni privées ni publiques. Et dont mon expérience, c'est que la plupart du temps, ce sont des institutions hybrides qui obligent tout le monde à s'asseoir autour de la table des négociations et à discuter. Mon exemple favori, c'est DNDi, Drugs for Neglected Disease Initiative, qui est un objet qui a été hybride, étrange pour nos catégories, qui a été élaboré par des médecins français de mémoire, c'est des anciens de Médecins du Monde, ou peut-être du Médecins sans frontières, je ne veux pas du tout
peut-être les deux, je ne sais plus, il y a une quinzaine d'années, dont le siège est à Genève, et qui a réuni autour de la table des États, la puissance publique, le secteur privé pharmaceutique et des ONG, donc la société civile et donc aussi les citoyens. Pour faire quoi? Pour produire du médicament, des thérapies à destination des maladies négligées par le secteur privé parce qu'il n'y a pas de demande solvable pour ces pathologies. Exemple, l'hépatite C en Égypte est vendue, donc la thérapie contre l'hépatite C est vendue aujourd'hui par DNDi contre 300 à 400 $ en Égypte, alors qu'elle vaut 2 à 3 000 € en Europe. Donc, comment est-ce qu'on a réussi cet exploit? En créant les conditions d'un dialogue intelligent entre les trois parties prenantes que sont l'État, la société civile et le secteur privé. Et mon point de vue, c'est que c'est ça le grand enjeu, disons, de civilisation qui est devant nous. Par-delà l'investissement massif de l'État, qui à mon avis est absolument nécessaire, mais l'État tout seul ne peut pas tout faire, et donc il nous faut évidemment le secteur privé qui monte dans le bateau, et aussi la société civile et les citoyens, je suis entièrement d'accord avec vous, parce qu'il y a toute une série de questions qui ne peuvent être résolues effectivement que par les citoyens qui sont sur le terrain. Alors, DNDi, c'est un exemple, c'est mon exemple favori parce que c'est un exemple international, qui prouve qu'on peut même le faire au niveau international. Et je pense que la question de la santé, par exemple, devrait aujourd'hui nous amener à réfléchir à un objet institutionnel qui ne peut pas être juste l'OMS, puisqu'on a vu que l'OMS, ça ne suffit pas, ça ne marche pas bien, qui ne peuvent pas être simplement les États, et donc il faut autre chose. Et donc là, on a besoin d'une créativité institutionnelle, dont à mon avis, nous sommes tout à fait capables, puisqu'on a été capable de le faire avec DNDi. Au niveau local, sur le territoire français, par exemple, il y a une créativité incroyable, que vous connaissez sûrement autant que moi, sinon davantage. Un exemple très simple, c'est les monnaies locales, les monnaies complémentaires, qui fleurissent un peu partout aujourd'hui en France, qui sont un moyen pour des communautés de citoyens de se réapproprier l'instrument monétaire. Et j'y suis très favorable. Alors, évidemment, ça demande d'être un tout petit peu régulé, accompagné, voilà, mais on pourrait très bien imaginer, par exemple, que dans un certain nombre de collectivités territoriales, avec bien évidemment l'accord de la puissance publique, on autorise des monnaies locales qui fonctionnent bien, et il en existe, à traverser le circuit complet de la monnaie, c'est-à-dire que une partie des salaires des fonctionnaires locaux seraient payés dans cette monnaie locale, et une partie des impôts acquittés par les citoyens, des impôts locaux, seraient acquittés dans cette monnaie locale. De sorte que cette monnaie locale ferait le circuit complet en passant par le bilan de l'État, ou en tout cas de la collectivité locale. Il y a des monnaies locales qui permettent des volumes de transactions absolument colossaux. Alors, pas tellement en France, on est plutôt en retard sur cette question, mais en Sardaigne, par exemple, le Sardex totalise l'équivalent d'1 milliard de transactions, l'équivalent d'1 milliard d'euros de transactions chaque année. Donc, ça devient significatif. Ceux qui sont évidemment très opposés à un développement résolu des monnaies locales sont les banques privées, qui voient ça d'un très mauvais œil, puisque ça les priverait du monopole de la création monétaire dont elles jouissent aujourd'hui. Puisque de facto, en fait, la construction de l'euro a revenu à privatiser la monnaie, la BCE n'ayant pas de compte à rendre auprès d'une instance publique politique européenne, démocratiquement élue, sur la politique précise monétaire qu'elle met en œuvre, de sorte qu'en réalité, ses vrais interlocuteurs, ce sont les grandes banques. Quand vous avez une banque dont la taille de bilan est égale au PIB français, quand cette banque va discuter à Francfort avec la BCE, elle pèse autant que l'État français. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si M. Jacquin est connecté maintenant. Jacquin n'est toujours pas connecté, donc je vais donner la parole à M. Gold. Oui, merci, Président. Bonjour, M. Giraud. Non. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Pardon. L'ampleur de la crise est certes inédite, mais nous avons pourtant déjà connu ces dernières années des alertes sérieuses qui auraient dû nous permettre d'anticiper une crise plus sévère. Or, le constat que nous pouvons faire est celui d'un pays, comme beaucoup, mal préparé à ce que nous traversons aujourd'hui, alors que d'autres pays, je peux citer Taïwan par exemple, et il y en a d'autres, semblent faire face de manière plus efficace. Il est bien entendu toujours hasardeux de comparer des pays, mais qu'est-ce qui explique selon vous l'impréparation de la France et quelles leçons pouvons-nous tirer des stratégies mises en place dans les pays qui arrivent mieux à contenir la propagation de l'épidémie? Et puis par ailleurs, vous appelez de vos voeux en réponse à cette crise une relocalisation de notre économie et le lancement d'une réindustrialisation verte. La période que nous traversons semble être en effet une opportunité à saisir pour prendre ce chemin.
mais force est de constater que les raisons qui ont mené à 40 années de délocalisation des productions industrielles et de certains services sont toujours là. Quant au lobby de la mondialisation, et même si cette crise révèle la fragilité extrême d'une certaine forme de mondialisation, ils sont toujours présents eux aussi, et pour l'heure toujours puissants. Pensez-vous que nous puissions malgré tout espérer demain une autonomie, une souveraineté économique dans le domaine stratégique, notamment je pense à celui de la santé, en termes de production de médicaments et de matériel par exemple? Et est-ce qu'on peut imaginer finalement une vague de nationalisation ou de prise de participation publique dans les domaines stratégiques, même si vous avez déjà un peu esquivé une réponse à cette question? Je vous remercie. Merci. Monsieur Chevrollier. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur Giraud, merci pour votre exposé. Vous avez déjà répondu à un certain nombre de questions dans le cadre de votre présentation de plan de relance verte de l'économie. Moi, je voudrais simplement savoir comment aujourd'hui sont perçues vos propositions par le gouvernement français. Et autre point, vous en avez parlé sur le fait d'augmenter l'investissement public, donc dans un État comme le nôtre qui est déjà largement endetté. Comment ce type de proposition peut être perçu par des citoyens français inquiets sur le niveau d'endettement avec la crainte d'un appauvrissement généralisé? Autre question, quelle est votre analyse sur la nécessité, sur l'après-crise, d'aborder la question du temps de travail dans la société française et la meilleure gestion de l'argent public, qui est un autre axe de réflexion sur un autre projet politique. Je voudrais revenir aussi sur l'écart entre la situation de la France et la situation de l'Allemagne, et donc ces politiques de relance avec le couple franco-allemand dans une situation très différente et des politiques très éloignées. Quel avenir dans l'Union européenne dans ce contexte? Et dernier point, puisque vous l'avez évoqué, sur les enjeux autour du continent africain, j'aimerais que vous puissiez développer votre analyse sur le futur du continent africain, puisque vous en avez parlé sans développer. Merci, Monsieur Giraud. Merci, Monsieur Chevrollier. Je vais donner la parole à Madame Filleul. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur Giraud, accepteriez-vous de revenir dans le détail sur votre plan de rénovation des bâtiments publics? En effet, c'est une idée extrêmement séduisante. Je crois que, très modestement, beaucoup d'entre nous ont essayé de la porter localement ou même nationalement sans beaucoup de succès. Et donc, vous avez identifié vous-même des freins. Tout d'abord, l'absence de volonté politique, la question également de la formation professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous aider à dégager d'autres freins, à voir clair sur la difficulté à mettre en œuvre un tel plan et répondre aussi à mon interrogation sur la question des collectivités territoriales? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi, ce sont eux les acteurs principaux qui doivent être mobilisés plus particulièrement pour mettre en œuvre un tel plan de rénovation des bâtiments publics? Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Madame Bonnefoy, et après on répondra à ces 4 questions. Madame Bonnefoy. Est-ce que Madame Bonnefoy est là? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour Monsieur le Président, bonjour mes chers collègues, bonjour Monsieur Giraud. La crise sanitaire donc, de 2020 est l'une des plus graves crises en temps de paix que nous ayons connues. Elle a révélé donc les défaillances, et vous l'avez bien rappelé, de notre modèle de développement, donc porté par une mondialisation libérale, ainsi que notre grande dépendance économique, trop grande à l'égard d'autres pays. Elle a également révélé les fractures sociales, territoriales sur fond de montée des inégalités et de la persistance du chômage. Donc, des profonds changements sont
nécessaires et vous avez donné des pistes pour construire le monde d'après, le monde nouveau qui donc a besoin d'une transformation importante. Moi, je voulais vous interroger, vous y avez un peu répondu, sur la thématique des communs qui permet, de mon point de vue, précisément de repenser nos modes de production, de consommation et d'organisation de nos sociétés pour réinventer donc un mode de vivre ensemble soutenable, socialement inclusif, démocratiquement participatif et préservant la valeur et la richesse créée par le commun. Donc, moi, je voulais vous redemander, même si vous l'avez dit, comment inscrire le commun dans notre société. Et je voulais plus particulièrement vous interroger sur une proposition de loi que nous venons de déposer avec mes collègues au Sénat pour justement inscrire le commun dans la Constitution. Et donc, vous demandez ce que vous en pensez, à savoir subordonner la défense de la liberté d'entreprendre et de la propriété privée à la défense de l'intérêt général, donc son inscription dans la Constitution. Je vous remercie pour votre réponse. Merci beaucoup. Monsieur Giraud, je vous propose de répondre à ces 4 questions et ensuite il nous restera un groupe de 4 sénateurs. Voilà. Bon, je vais essayer de faire très rapidement. Alors, la préparation Taïwan, de mon point de vue, sachant que je ne suis pas épidémiologue, donc, comme vous le savez sûrement, le sénateur Giraud, avec qui je ne crois pas avoir de lien de parenté, en 2007, avait lancé la création de l'EPRUS, l'établissement de prévention et de réponse aux urgences sanitaires, qui devait coordonner une réponse intelligente et efficace à des pandémies de ce type-là. Et puis, nous avons entre-temps divisé par 10 le budget de l'EPRUS, qui n'a plus de moyens d'opérer, de sorte que nous n'avions même pas, disons, dans l'administration française, de plan de réponse coordonné, autant que je sache, à une pandémie de ce type-là. Par contraste, Taïwan, la Corée du Sud, Singapour, le Vietnam avaient des plans parfaitement rodés depuis, avec toutes les alertes qu'on a eues précédemment, H5N1, H1N1, etc. Bon, et donc, ce qu'ils ont fait très, très concrètement, c'est qu'il y a eu un dépistage massif dès le début de la pandémie en Chine. Un autre pays qui a très bien réagi, c'est l'Islande. Bon, c'est tout petit, évidemment, mais quand même. L'Islande a commencé à dépister les personnes qui arrivaient sur l'île 1 mois avant le premier cas positif au Covid en Islande. Donc, ça veut dire qu'on était tout à fait capable d'endiguer la pandémie à condition de dépister suffisamment tôt aux frontières. Et pour que le virus arrive sur notre territoire, il faut bien qu'il y ait un porteur numéro 1 qui arrive sur le territoire. Et si vous le dépistez, donc, en théorie, évidemment, vous bloquez complètement la pandémie, ce qui n'arrive jamais. Mais en tout cas, vous limitez considérablement son extension. Ce qui a permis donc aux pays extrême-orientaux d'éviter le confinement et l'extraordinaire casse économique et sociale qui est la nôtre aujourd'hui. Le deuxième facteur, bien entendu, c'est, disons, la faiblesse, à mon avis, du secteur hospitalier français, public. Comme vous le savez, il y avait en moyenne 2 fois plus de lits de soins intensifs en Allemagne par tête d'habitant qu'en France. Alors même si je sais bien que nos agences de santé régionales ont fait des prouesses, nos médecins ont fait des prouesses, donc on a multiplié par 2. Alors je crois que c'était 3 fois plus en Allemagne au départ, on a multiplié par 2 de notre côté le nombre de lits, donc on a rattrapé un tout petit peu notre retard, mais malheureusement c'était très très insuffisant. Donc il y a aussi un énorme enjeu de reconstruction d'un système hospitalier performant, ce qui ne veut pas dire du tout, à mon avis, la privatisation du système hospitalier. Je suis certain qu'on va avoir un débat sur cette question, certains disant, regardez, on a fait la preuve du fait que l'hôpital public, ça ne marche pas, donc il faut le privatiser. Je rappellerai juste dans ce débat-là que le fameux privé allemand, puisqu'il est souvent invoqué aujourd'hui, le secteur sanitaire privé allemand, c'est du faux privé. Ce sont des EPIC, c'est l'équivalent des EPIC chez nous, des établissements en fait sous tutelle de l'État à but non lucratif. Donc si c'est ça qu'on appelle le privé, j'y suis très favorable, mais ça n'a rien à voir avec les cliniques privées qui existent par ailleurs. Donc à mon avis, il y a cet enjeu-là. Puis il y a un troisième aspect qui est disons, paradoxalement, ça va peut-être vous surprendre, mais ce que j'entends des amis médecins qui travaillent dans le domaine, c'est que la France a, disons d'une certaine manière, depuis plusieurs années, pris un parti extrêmement centré autour de l'hôpital. Donc, dès que vous vous coupez un doigt, vous allez à l'hôpital. Enfin, je veux dire, vous faites un petit bobo, vous allez à l'hôpital. Alors que c'est absolument pas nécessaire, de sorte qu'il on a délogé le médecin généraliste de sa position qui devrait être sa position centrale dans le système sanitaire français. C'est le médecin généraliste qui doit être le premier interlocuteur de n'importe quel citoyen qui a une pathologie et qui doit ensuite orienter intelligemment le patient. De mémoire, les statistiques, c'est qu'il y a sur 100 Français qui souffrent d'une pathologie,
Vous en avez 25 de toute façon qui ne se soignent pas, vous en avez 25 qui cherchent des solutions du type rebooteux et autres qui sortent du domaine médical classique, et vous en avez 50 qui vont dans le domaine médical classique. Mais sur ces 50, vous en avez moins de 10 qui ont besoin d'aller à l'hôpital. Et donc, en fait, c'est le boulot du médecin généraliste dont il faut évidemment revaloriser la profession et qu'il faut redistribuer sur le territoire français. C'est un énorme enjeu, à mon avis, d'aménagement du territoire. C'est, par exemple, de dire à tout médecin généraliste, en échange d'une revalorisation du métier, eh bien, pendant les 10 premières années de votre carrière, vous n'allez pas choisir votre lieu d'implantation et vous irez, par exemple, dans la Creuse, qui est devenue un désert médical français aujourd'hui. De la même manière qu'on le fait pour les chercheurs au CNRS. Comme vous le savez, j'ai commencé ma carrière de chercheur au CNRS à Strasbourg parce que le CNRS en avait décidé ainsi, et c'est très bien. Voilà. Donc, à mon avis, tous ces éléments-là font que, disons, le système sanitaire français était à la peine pour répondre à l'enjeu de la pandémie. Je pense qu'il y a il y a un sous-sujet là-dedans, mais qui est massif, qui est celui des défaillances de la décentralisation en France. Nous avons produit à l'Institut Rousseau une note là-dessus, à laquelle je ne peux que vous renvoyer, qui est très bonne. Je crois que ce qui est devant nous aussi, c'est de repenser la décentralisation à la française. Puisque, vous l'avez remarqué vous-même certainement, une partie du cafouillage de notre administration autour de la question des tests, puisque par exemple les laboratoires vétérinaires ont déclaré très tôt qu'ils étaient capables, qu'ils étaient en mesure de procéder à des tests, et puis on a perdu entre 15 jours et 3 semaines avant que l'autorisation administrative leur soit donnée de procéder à ces tests, ce qui, compte tenu du bilan en termes de morts chaque jour, était évidemment catastrophique. Donc là aussi, il y a un vrai enjeu de repenser la décentralisation à la française, de manière, si on donne des compétences à un organe décentralisé, de lui donner les moyens d'assumer cette compétence et la responsabilité. Sinon, on est dans un jeu de déresponsabilisation avec un don de compétences sans moyens. Et donc, on arrive aux catastrophes qui sont les nôtres aujourd'hui, je crois. Et la question suivante, c'est ceci, la relocalisation pourrait-elle nous conduire à des nationalisations stratégiques? C'est très possible. Je pense que, si vous voulez, je prends un tout petit peu de hauteur, parce que sinon on est obligé de discuter secteur par secteur, mais je pense qu'il y a un enjeu colossal à comprendre que, même du point de vue de l'analyse économique la plus orthodoxe, ce qu'on appelle l'économie néoclassique, la plus favorable à, disons, un certain néolibéralisme vulgarisé, tout secteur industriel qui a des rendements croissants, donc par exemple qui a un coût fixe pour lequel il ne produit rien, puis une certaine fonction de production, ne peut pas être privatisé en vérité. Ce qui fait que, et dans les années 50, on avait des grands économistes comme Marcel Boiteux, dont le nom vous dit peut-être quelque chose, qui ont réfléchi là-dessus et qui ont dit, ben voilà, il y a un certain nombre de secteurs industriels sur lesquels on ne peut pas juste les privatiser, ça n'a aucun sens, y compris du point de vue de la rationalité économique la plus élémentaire. Je vous mets au défi de me trouver un secteur industriel qui n'a pas de coût fixe. Donc je crois qu'il y a un vrai, si vous voulez, il y a une idéologisation de la privatisation du monde, et en particulier l'industrie, qui est extrêmement néfaste, parce qu'il y a toute une série d'industries qui ne peuvent pas fonctionner comme les industries privées, tout simplement parce qu'elles ont des coûts fixes qui rendent le business model, pour parler de manière un peu, voilà, en anglais, une fois de plus, qui rendent le business model intenable. Ce qui fait que, de mon point de vue, depuis une quarantaine d'années, ce qu'on a fait, c'est qu'on a chargé l'État implicitement de payer le coût fixe pour permettre au secteur privé de bénéficier des marges sur la partie non coût fixe de la fonction de production du secteur industriel. Et on a transformé l'État en une espèce d'assureur général du secteur privé qui, à chaque fois qu'il va mal, se fait renflouer par l'État. C'est le fameux thème de la socialisation des pertes et de la privatisation des profits. Donc, je crois qu'il y a une vraie réflexion à avoir, de manière que l'État aujourd'hui puisse réentrer dans un dialogue et une collaboration avec le secteur privé. Ça ne veut pas dire transformer l'économie française en Union soviétique, pas du tout. Ça veut dire trouver des méthodes de collaboration du type d'INDI, de manière qu'on ait un vrai secteur industriel dont on prenne en charge collectivement, y compris l'entreprise elle-même concernée et ses actionnaires, quand il y en a, le coût des coûts fixes. Donc ça peut passer par des nationalisations, ça peut passer par la mise en place d'établissements à but non lucratif, sous tutelle de l'État, etc. Alors, quelle était la question suivante? Oui, comment est-ce que mes propositions sont perçues par le gouvernement? Je vous avoue que j'en sais rien, je ne sais pas très précisément. Ce que je sais, c'est que ces propositions sont lues très attentivement, ça j'en ai la preuve. Est-ce qu'elles vont être mises en œuvre? Au jour d'aujourd'hui, je ne peux absolument pas vous répondre. Je le souhaite évidemment, mais voilà. La perception d'un accroissement d'endettement public par le grand public, par nos citoyens.
Mon point de vue, c'est que la casse sociale va être tellement phénoménale dans les mois et les années qui viennent que la question du chômage va devenir la hantise primordiale des citoyens français et que toute proposition qui permettra de résoudre le problème du chômage, même si elle se concrétise par un accroissement de dette publique, sera accueillie dans la liesse par nos concitoyens français. Si on a 25% de chômage à la fin de l'année, c'est vraiment, ça devient l'enjeu social, politique majeur pour tout le monde, existentiel. Hein. Donc, je ne suis pas sûr du tout que, nonobstant, si vous voulez, le matraquage médiatique autour de la dette publique, dont je rappelle que ce n'est pas du tout le problème numéro 1 dans l'économie française, je ne suis pas sûr du tout qu'il y ait une levée de bouclier des citoyens français sur le thème on veut bien rester au chômage parce qu'on ne veut pas augmenter la dette publique. J'y crois pas beaucoup. Sur la question du temps de travail, j'avoue que je n'ai pas très bien entendu quelle était la question. Si est-ce que c'est une bonne idée d'augmenter le temps de travail? La réponse est non. C'est le meilleur moyen d'avoir plus de chômage. Je sais bien que c'est l'obsession du MEDEF, mais je rappelle aussi que la tendance de très long terme sur 2 siècles, en dépit, en fait, grâce au progrès technique, c'est la réduction du temps de travail. L'avenir est à la réduction du temps de travail. Je pense qu'en plus, avec l'explosion du chômage que nous allons avoir devant nous, il faudrait se poser la question d'un passage même à 32 heures, pourquoi pas. Je sais bien que le passage à 35 heures s'est fait dans des conditions qui n'étaient pas optimales pour un certain nombre de nos secteurs. Ce à quoi il faut réfléchir, c'est la manière dont on passe à 35 heures ou à 32. Mais sur la question de savoir s'il faut augmenter le temps de travail, ma réponse est clairement non. Je ne vois aucun argument en faveur de cette idée-là. Pour le couple franco-allemand, je suis bien d'accord que ce couple va avoir des grandes difficultés, il va y avoir des querelles de ménage très fortes. Je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait que je sais qu'il y a un plan de sortie de la zone euro par les pays du Nord, qui n'a aucun caractère officiel. Donc, je le dis, mais je ne peux pas vous dire d'où j'ai cette information. Les banques centrales d'Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Finlande se sont coordonnées il y a quelques années, il y a 5-6 ans, pour mettre en place un plan de sortie et la construction d'une zone euro nord, qui est en fait une zone marque étendue, pour le cas où ça chaufferait trop au sein de la zone euro avec les pays du Sud. Et la question m'a été posée de savoir ce que devrait faire la France si un tel plan de sortie était activé par les pays du Nord. Ma réponse à moi, c'est qu'il ne faudrait surtout pas y aller. Il faudrait, dans ce cas-là, prendre la tête d'une zone euro sud, plutôt que de devenir les Grecs de la zone nord. Je ne suis pas sûr que ce soit la réponse privilégiée par les administrations publiques françaises qui auraient pu, de manière non officielle, être consultées sur ce sujet. Mais je pense que c'est aussi dans ces termes-là que se pose la question du couple franco-allemand. C'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout être naïf et il faut être conscient du fait que nos voisins allemands sont prêts à mettre fin en fait, au projet fédérateurs européens si leurs intérêts immédiats étaient trop menacés par la crise avec les pays du Sud. Pour dire une note positive sur cette question, je pense en même temps quand même qu'il y a plein de projets que nous pourrions lancer conjointement entre la France et l'Allemagne, et je reviens sur la rénovation thermique des bâtiments. L'Allemagne a le même problème que nous, elle a un parc immobilier extrêmement riche qui souffre également d'être constitué en grande partie de passoires thermiques. Elle a aussi besoin de procéder à la rénovation thermique de son bâti public. On pourrait très bien engager un dialogue avec nos voisins et nos amis allemands sur le thème, on lance la rénovation thermique des bâtiments, en particulier du bâti public, conjointement en Allemagne et en France. Et ça, c'est des projets très concrets sur lesquels, me semble-t-il, on peut redonner de la vitalité au couple franco-allemand. Je partage avec vous les préoccupations du changement climatique et de la priorité que nous devons garder sur la baisse des gaz à effet de serre et sur la préoccupation de la baisse de la biodiversité qui questionne, comme il a été question tout à l'heure, de la place de la nature dans notre société. Alors, au sujet des rénovations thermiques, donc d'après ce que j'ai compris, il s'agirait d'en fait du travail donné à des jeunes qui se formeraient pendant plusieurs dizaines d'années, c'est cela? Alors, vous me direz si c'est exact. Après, sur la mobilité verte, moi, je trouve que d'une manière générale, on ne met pas assez l'accent sur les mobilités qu'on appelle douces maintenant, qui sont des mobilités qui ne nécessitent aucune énergie, le vélo et la marche. Et malheureusement, je trouve que ce sont les grèves, que c'est la pandémie qui ont fait que les citoyens d'eux-mêmes se sont tournés vers ces mobilités-là, alors qu'on pourrait les développer bien plus. Ensuite, concernant l'Union européenne, dont on dit que c'est le meilleur endroit au monde,
parce qu'il est solide, parce qu'il y a une solidité démocratique et que l'Union européenne inspire la confiance. Est-ce que vous voyez, enfin, vous avez parlé tout à l'heure de cette Europe du Sud, Europe du Nord, et moi, une question m'est venue. Est-ce qu'il nous faudrait nous tourner davantage vers le bassin méditerranéen? Donc ça, c'est juste une question qui m'est venue alors que vous parliez de cette scission éventuellement. Alors après, j'avais une autre question sur la dette privée. Parce que vous avez parlé de la dette privée, et donc moi, j'ai découvert ça, que la dette privée était bien plus importante. Quelle est sa répartition? Ménage, entreprise? Je suis très étonnée parce que c'est vrai qu'on parle souvent de la dette de l'État. Et donc, voilà, si vous pouviez juste nous en dire 2 ou 3 mots. Après, sur les vents contraires qu'on pourrait connaître, parce que je partage avec vous tout ce que vous avez dit sur ce qu'il nous faudrait faire pour changer la société. Mais il y a des forces énormes qui sont à l'œuvre. Alors, pas dans l'ombre, hein, d'ailleurs. Je vais parler d'une entreprise globale, très puissante, qui commence par un A, et qui a vu, bien évidemment, ses gains bondir pendant cette pandémie, et qui même a des visées, d'après ce que j'ai pu découvrir hier soir dans une émission, des visées sur la santé, et vous avez parlé de la santé comme bien commun, et d'avoir des visées pour prendre en charge ce domaine-là. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, j'avais une dernière question sur les taxes et sur les externalités qu'il nous faudrait prendre en compte. Et encore une question, pardon, sur la formation. Parce que vous avez mis en avant qu'il nous faudrait former des jeunes. Mais pour donner du sens à tout cela, il nous faut bien évidemment pas considérer, il faut considérer que pour donner du sens aux jeunes, pour qu'ils se lancent dans ces formations, que soit mis l'accent davantage dans l'éducation sur ces sujets comme les biens communs, comme le rôle qu'ils pourraient jouer dans la société, et ce qui n'est pas fait pour l'instant. Donc voilà, il y a peut-être beaucoup de questions, mais je vous remercie d'avance. Merci beaucoup, Mme Prévic. Je donne la parole à M. Gillet. Merci, Monsieur le Président. Toutes les aides aujourd'hui, dans l'idéal, devraient être éco-conditionnalisées. Bien sûr, il faudrait travailler sur le périmètre de ces éco-conditionnalités, bien au-delà de l'empreinte carbone. Quelle est votre analyse sur ce sujet? Quelles propositions factuelles serait-il possible de mettre en œuvre dès aujourd'hui, puisqu'on voit bien que le soutien à l'économie sociale et je l'espère culturelle est conditionné aujourd'hui sur des aides publiques qui pourraient être fléchées donc, sur ces sujets-là. Vous confrontez par ailleurs les approches macroéconomiques au local et au territoire, vous avez pu l'évoquer, mais comment repensez-vous justement les subsidiarités économiques et environnementales dans une nouvelle approche, notamment du New Deal européen? Ces notions de subsidiarité, de gouvernance territoriale peuvent jouer un rôle important par rapport à la mise en œuvre de nouvelles politiques publiques. A été évoqué, par exemple, l'autonomie alimentaire, mais pas uniquement. On voit bien que les schémas territoriaux de développement des énergies renouvelables sont aussi porteurs aujourd'hui de développement d'activités intégrées à l'échelle des territoires. Ce ne sont que quelques exemples. Donc, quelle est votre vision sur ces subsidiarités? Merci, M. Gillet. On termine cette série de questions avec M. Ronan Dantec. Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Ma question va un peu compléter celle de mon collègue Houlgate sur le fait que j'ai quand même le sentiment que l'axe Europe-Afrique comme réponse à la crise est un des grands absents du débat public aujourd'hui. C'est-à-dire on parle assez peu de l'Afrique, alors que si on parle autonomie, finalement, c'est probablement sur un axe Europe-Afrique qu'on atteint l'autonomie alimentaire et pas uniquement dans la relocalisation. Donc, ma question est à ce niveau-là de savoir comment aujourd'hui on renforce cet axe Europe-Afrique. L'Afrique est probablement aujourd'hui le continent qui souffre le plus de cette crise, même si le Covid tue moins en Afrique pour différentes raisons, notamment démographiques. Est-ce que la planche à billets européenne, quel que soit le mécanisme utilisé, on l'utilise aussi pour l'Afrique, mais peut-être pas pour
payer les remboursements chinois qui s'inquiètent quand même beaucoup aujourd'hui à ce niveau-là de ce qu'ils ont investi en Afrique. Je pense qu'on n'a pas pris la mesure de la gravité de la situation en Afrique. Moi, j'ai eu des rapports de la Tanzanie hier. Ce bien commun, ce patrimoine de l'humanité, par exemple, qui est la grande faune africaine, pourrait ne pas survivre plusieurs mois à la crise touristique qui était aujourd'hui le modèle principal de la conservation de la biodiversité en Afrique, pour prendre que cet exemple, mais il y en a bien d'autres. Et en complément de cette question sur l'axe Europe-Afrique, on est dans un monde d'économie mondialisée, bien sûr. Est-ce que les Américains et les Chinois vont accepter, par exemple, une taxe carbone aux frontières, alors qu'il y a eu une grosse défaite européenne il y a quelques années sur l'ETS concernant l'aviation, déjà, où les Chinois avaient dit non, et qu'on a quand même en face de nous des puissances économiques qui ont aussi les moyens de dire non à une partie de nos stratégies. Donc, comment, Gaël Giraud, vous voyez cette guerre économique qui est derrière, finalement, une partie des réponses que l'Europe serait prête peut-être à adopter pour sortir de cette crise? Merci beaucoup. Bien, Monsieur Giraud, je crois que vous allez pouvoir répondre à cette dernière série de questions. Merci beaucoup. Je vais être obligé de faire très rapide parce que je vais devoir vous quitter dans 12 minutes. Donc, vous me pardonnerez si je suis un peu lapidaire. La crise est mondiale et donc il y a des appels à un nouveau Bretton Woods. Oui, tout à fait. Je crois qu'il faut prendre conscience du fait que c'est la première fois depuis 1945 que nous avons une telle paralysie des institutions onusiennes, avec un Conseil de sécurité qui est incapable jusqu'à présent de se réunir et de prendre une décision collective. Donc c'est, de mon point de vue, extrêmement préoccupant. Ce que ça signe, c'est l'effondrement progressif, ça ne date pas d'aujourd'hui, du multilatéralisme onusien tel qu'on l'avait construit en 1945, et qui, trop longtemps, en fait, a masqué le leadership américain. Donc, il se trouve qu'aujourd'hui, notamment du fait de l'occupant actuel de la Maison-Blanche, il n'y a plus de leadership américain. Et les Nations Unies, derrière ça, s'effondrent et montrent que le roi est nu. Donc là, il y a un énorme enjeu de reconstruction d'un multilatéralisme mondial dans un contexte où, et donc ça fait un lien avec la question de la guerre à laquelle a été fait allusion il y a un instant, dans un contexte où les relations avec la Chine sont... moins qu'on puisse en dire, c'est extrêmement compliqué. Donc moi, j'y suis très favorable, avec, par exemple, la mise en place, enfin, si on rêve une minute, du plan Keynes de 1945, pour gérer les transactions internationales, qui étaient beaucoup plus intelligents que ce qui a été mis en place avec les accords de Bretton Woods. Donc, on aurait déjà pu faire beaucoup mieux à l'époque, il est encore temps de le faire. Et disons, une refonte complète de l'agenda de l'OMC, qui est plus du tout simplement de veiller à l'abolition de toutes les frontières pour favoriser le libre-échange, dont je n'ai pas de preuve analytique du fait que ce soit bien fait pour tout le monde, mais la mise en place, au contraire, d'accords multilatéraux, certainement pas bilatéraux, mais d'accords multilatéraux, dans une coopération qui aujourd'hui est absolument indispensable. Donc peut-être c'est ça le principe directeur pour nous, c'est qu'on ne peut pas venir à bout d'une pandémie comme celle du Covid sans une coopération de tous les pays de la planète. Nous avons éradiqué la variole dans les années 70 uniquement à partir du moment où tous les pays, sans exception, ont procédé à des campagnes de vaccination qui ont permis de supprimer la variole. Il en ira de même pour le virus du Covid-19. Si un pays continue de laisser le virus proliférer, le virus mutera, reviendra chez nous, deviendra une pandémie saisonnière et nous aurons des horreurs comme ce que nous avons aujourd'hui tous les ans. Donc, avec des mutations éventuellement suffisamment fortes pour qu'il faille refaire un nouveau vaccin chaque année, dans des conditions qui seront certainement extrêmement dégradées. Donc voilà, à mon avis, si vous voulez, la grande tension et le défi colossal qui est devant nous, du point de vue international, c'est à la fois de réapprendre une vraie coopération internationale que nous avons relativement négligée au cours des dernières années, pour laisser se réinstaller des rapports de force entre la Chine, la Russie, les États-Unis, l'Europe. Donc réapprendre une certaine forme de coopération qui est indispensable dans l'intérêt de tous. Je pense que même la Russie est capable de comprendre que c'est dans son intérêt, parce que comme vous le savez, elle souffre également beaucoup du coronavirus, dans un contexte où il faut aussi relocaliser une partie de notre industrie. Donc, de cette manière, au premier abord, on se dit, mais c'est complètement contradictoire. En fait, ça ne l'est pas. Je crois qu'il faut comprendre que nous avons réduit la mondialisation au cours des 40 dernières années à la simple globalisation marchande. Or, elle ne se réduit pas à ça. Je veux dire, on peut très bien réguler les transactions de biens et de services et les transactions du capital, tout en
réorganisant une coopération politique et en réapprenant à se parler au niveau international. Est-ce que ça passe par une revitalisation des Nations Unies? C'est une option. Est-ce qu'on peut faire aujourd'hui une grande nouvelle déclaration du type déclaration de Philadelphie 1944 pour redire la question sanitaire, la question écologique, la question sociale, c'est la clé de la paix dans le monde? J'espère. Il faut réunir des conditions géopolitiques très concrètes pour que ceci puisse se faire. Et au jour d'aujourd'hui, le Conseil de sécurité n'arrive même pas à faire la moindre déclaration commune. Alors, la question suivante, je n'arrive plus à me relire, donc je suis désolé, je vais être obligé de la sauter. L'aide au développement, quel rôle peut-elle jouer? Je vais en parler peut-être tout à l'heure avec la question d'Afrique. Donc, je passe immédiatement à la question d'après, qui était la formation professionnelle dans le bâti. Ce n'est pas 10 ans, hein, c'est 2-3 ans de formation professionnelle. Donc, c'est tout à fait abordable tout de suite. Et de fait, mais je pense que c'est à ça que vous faisiez allusion, les jeunes que je rencontre aujourd'hui n'ont pas du tout envie de faire nos métiers. Donc, leur proposer des formations professionnelles de demain, ça rencontrera un succès certain du côté des jeunes. Évidemment, ça va de pair avec une refonte des programmes scolaires chez nous. C'était une autre question qui m'était posée. Je sais qu'il y a un livre blanc qui est actuellement en préparation pour la ministre Frédérique Vidal sur cette question. J'ai été interrogé dans le cadre d'un certain nombre de commissions sur cet aspect. Moi, je suis très favorable à ce qu'on repense la totalité de nos programmes de manière qu'on puisse enseigner de la physique en prenant en compte les enjeux de la transition écologique, mais qu'on puisse aussi enseigner la littérature en prenant en compte ces questions. Il y a aujourd'hui une littérature absolument foisonnante et très intéressante qui va bien au-delà de l'apocalypse et de la fin du monde sur ce que c'est qu'une société décarbonée. Et on serait très inspiré, à mon avis, de favoriser l'exposition de nos enfants à ce type de littérature. Mais donc, il y a un enjeu de réécriture en fait, de nos programmes et de nos manières de faire. Qui est déjà en cours. Hein. Il y a beaucoup d'écoles primaires dans lesquelles, dans la cour d'école, on fait du jardinage, on fait de la permaculture et on sensibilise nos enfants à ces questions. Donc, nos instituteurs sont héroïques. Il faut juste, à mon avis, le généraliser et le rationaliser au niveau national. J'entends du bruit, ça veut dire qu'il y a peut-être un problème. Vous ne m'entendez plus? Si, on vous entend très bien, il n'y a pas de problème. C'est peut-être quelqu'un qui a laissé son micro allumé et on entendrait des bruits de fond. Donc, je demande à mes collègues de vérifier qu'ils ont bien éteint leur micro. Sur les mobilités douces, je suis entièrement d'accord avec vous. On ne met pas assez l'accent là-dessus. Vous avez vu, et c'est très heureux qu'un certain nombre de municipalités ont décidé d'accroître le kilométrage des voies cyclables à la faveur de la pandémie. Je pense que c'est une très bonne idée. Il faut continuer, bien évidemment. J'aimerais juste dire un mot là-dessus. Je suis très favorable au vélo. Moi-même, je fais du vélo et je suis végétarien au passage. Mais je voudrais juste dire un mot là-dessus. C'est que les calculs qu'on a fait avec les ingénieurs de Carbone 4 montrent que si vous faites des efforts à titre individuel, et à condition d'être un franciscain extrêmement austère, et je dis ça avec toute l'amitié nécessaire pour les franciscains, vous ne pouvez réduire votre empreinte carbone. C'est une mesure parmi d'autres, enfin c'est une étude qui est assez essentielle. Vous ne pouvez réduire votre empreinte carbone que de 30%, au grand maximum. C'est déjà héroïque. Il reste 70% qui ne dépendent pas de l'individu. Et donc, ceci pour signaler le fait que, évidemment, on doit encourager chacune et chacun à prendre le vélo, à ne plus prendre l'avion, mais en fait, bon, c'est un aspect finalement minoritaire du problème. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Donc, les petits gestes du quotidien sont indispensables, mais l'enjeu est encore beaucoup plus vaste que ça et mobilise forcément l'État, mais vous le savez, et le secteur privé. Sur l'Union européenne, vous me disiez, oui, alors est-ce que l'Union européenne, c'est vraiment le havre que tout le monde envie? Je suis très heureux que vous me posiez cette question parce que c'est pas mon expérience. Beaucoup de pays des Sud ont très bien repéré que l'Union européenne est le champion du néolibéralisme le plus cynique en tant que l'Union européenne, pas les États, hein, donc pas la France, mais l'Union européenne. Donc je vous donne un exemple sur le débat qui a été relancé sur la question du devoir de vigilance, la loi de vigilance, qui interdit aux multinationales de, au fond, violer allègrement les lois, disons, le travail, les règles du travail décent telles qu'elles sont édictées par l'Office international du travail auprès de leurs sous-traitants, de manière que la multinationale elle-même, elle se donne des diplômes de vertu, mais en fait, ses sous-traitants font le sale boulot et esclavagisent leurs employés, qu'on fait le Rana Plaza en 2013. Donc, il y a eu, comme vous le savez, différents rounds de négociations pour mettre en place une loi au niveau international sur l'équivalent de ce que nous appelons, nous, en France, la loi sur le devoir de vigilance. Et la Russie a voté pour, les États-Unis ont voté pour, la Chine a voté pour, l'Union européenne a voté contre.
Et donc, évidemment, ça, c'est perçu immédiatement par les pays du Sud comme une manière de signifier, nous, l'Union européenne, on est tout à fait confortable avec le fait que les droits de l'homme soient bafoués tous les jours par les sous-traitants de multinationales. Au passage, la France est abstenue, ce qui est un peu mieux, mais pas tout à fait satisfaisant, c'est le moins qu'on puisse dire. Sur la dette privée, donc les chiffres, c'est 70% des ménages, 60% des entreprises, sur un total de 130%, qui va forcément évoluer dans les mois qui viennent à cause de la pandémie. La raison, elle est très simple, en fait, c'est que dans une économie où vous n'avez... Alors, les ménages, bon, pour dire les choses de manière très, très massive, hein, l'explosion de la dette des ménages, c'est le creusement des inégalités. Plus vous avez des inégalités, plus les ménages modestes sont obligés de s'endetter pour maintenir leur niveau de vie. Et donc, le mécanisme, j'ai publié des papiers là-dessus, est malheureusement bien connu et bien illustré aujourd'hui empiriquement. Du côté des ménages, c'est l'insuffisance de du dynamisme économique français. À partir du moment où vous entrez vous glissez sur une pente déflationniste, vous avez une absence de revenus du côté des entreprises, qui fait que le seul moyen pour elles de continuer à avoir d'activité, c'est de s'endetter davantage. La prise de pouvoir par les GAFAM, évidemment, il faut lutter contre ça, j'y suis évidemment favorable. Et donc, ça suppose de faire son deuil de l'idée que le libre-échange, c'est la panacée, l'horizon ultime d'une civilisation aujourd'hui. L'éducation, j'en ai parlé. La conditionnalité des aides, il me reste 2 minutes, donc je vais aller à l'essentiel. Je pense qu'on pourrait très bien décider de conditionner, par exemple, les appels d'offres publics à de la vertu écologique. Ça n'est pas autorisé par les institutions européennes aujourd'hui, mais je pense qu'il faut qu'on ait un vrai débat sur cette question. Il n'y a aucune raison que l'argent public aujourd'hui soit accordé à des candidats aux appels d'offres qui ne seraient pas vertueux du point de vue écologique. La subsidiarité, bien évidemment, j'y suis très favorable. Vous savez que c'est un vieux concept c'est un vieux concept théologique, en fait, hein, qui remonte au Moyen-Âge. À mon avis, et là, malheureusement, je n'ai plus le temps d'entrer dans le détail, il faut l'articuler à l'enjeu que je décrivais tout à l'heure sur la décentralisation et sur la question de savoir comment nous pouvons repenser la décentralisation en France. Sur l'axe Europe-Afrique, je suis entièrement d'accord avec vous que c'est un enjeu colossal. L'AFD, donc l'Agence française de développement, a pris très résolument cette option il y a plusieurs années de dire, en fait, notre terrain de jeu, c'est l'axe vertical, longitudinal Europe-Afrique, qui marche d'un seul tenant. Comment est-ce qu'on peut avancer davantage dans cette direction? Une première option qui a été poussée par l'actuel gouvernement, c'est quand même de nouveau l'annulation des dettes. Évidemment, ça fait très peur à la Chine. Ce serait aussi un moyen de replacer le débat de la dette publique africaine dans le Club de Paris, qui a l'avantage d'être à Paris. Vous savez qu'il y a un petit enjeu là-dessus, puisque la Chine, en fait, est en train d'essayer, en réalité, de vider le Club de Paris de son contenu et de rapatrier ce lieu de négociation en Chine. Ce qui, à mon avis, est une très mauvaise idée pour l'Afrique. Donc, voilà, une bonne manière de procéder, c'est déjà tout de suite d'annuler une partie de la dette publique africaine pour permettre aux États de faire face aux conséquences du confinement et pas, comme vous l'avez rappelé vous-même, aux conséquences du virus qui fait très peu de morts en Afrique subsaharienne à cause de l'extraordinaire jeunesse de la population africaine. Hein, la moyenne d'âge, c'est 20 ans. Donc, en fait, il y a très peu de morts liées au virus. Il y aura beaucoup plus de morts liées aux tentatives de confinement qui ont été mises en place dans la confusion la plus totale sur le continent africain. La taxe au carbone, et je vais m'arrêter là, donc comme vous le savez, j'y suis favorable. Est-ce que les États-Unis pourraient s'y résoudre? Ça dépend très certainement en partie du résultat de l'élection présidentielle à la fin de cette année. Si ce résultat nous est favorable, j'ai de bon espoir que la nouvelle majorité qui pourrait s'installer à la Maison-Blanche y soit favorable et qu'on mette fin aux errements, pour dire les choses de manière extrêmement polie, de ce qui se passe aujourd'hui à la Maison-Blanche. Pour le reste, je rappelle que l'Union européenne reste la première puissance économique sur cette planète et qu'on a des vrais atouts pour faire valoir notre point de vue. Ce qui est tragique, c'est que nous n'arrivions pas à parler d'une seule voix et que sur tout sujet, il y ait des discordances entre nos amis allemands d'un côté, les Flamands, les Italiens, les Français, etc. Si nous arrivions à parler d'une seule voix, nous aurions un poids politique à la mesure de notre poids économique aujourd'hui sur la planète.